du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Vue du banc, émission consacrée au livre Comment gagner un match de foot, qui est une plongée dans les coulisses de la performance. Et les 4 auteurs dont votre humble serviteur sont présents dans vos oreilles. Ce n'est pas un mince exploit d'avoir réussi à nous réunir tous ensemble. Raphaël Cosmidis, Christophe Huchely, Philippe Gargoff. Salut les gars. Bonjour. Salut. Quel enthousiasme. Je sais Merci, pas qui Raphaël. doit dire bonjour en premier. Tout le monde, les gars, tous ensemble, un mouvement de se marche dessus. Un petit mouvement de foule, ça aurait été sympa. Bref. Salut. Voilà, Philippe qui est présent avec nous. On va parler du contenu du livre, évidemment, mais aussi des thématiques de la performance dans le foot en général, avec certains aspects, certains sujets du livre qui nous ont particulièrement marqués. On va essayer d'aller en profondeur sans tout vous dévoiler, évidemment. On est un petit peu commerciaux aussi derrière tout ça. Philippe, d'abord un petit point sur les infos pratiques, justement. Le livre fait combien de pages, combien il coûte et où est-ce qu'on peut le trouver ? 528 pages, c'est un beau gros bébé, 17,90, c'est le prix de tous les bouquins des managers d'ailleurs. Tu peux le trouver dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Amazon évidemment. Il est disponible d'ailleurs en Kindle à 11,99 si je ne me trompe pas. Et puis si votre libraire de quartier ne l'a pas, vous pouvez évidemment le commander comme d'habitude. Christophe, imagine que tu te retrouves dans un ascenseur avec quelqu'un à qui tu voudrais vendre le livre. Tu as 30 secondes, comment est-ce que tu lui présenterais le concept ? Ouais, 30 secondes, il y a quand même pas mal d'étages. Bah écoute, comment est-ce que je présenterai le livre ? Simplement, je dirais que ratio page-prix, c'est quand même plutôt intéressant. Donc déjà, quitte à investir dans un livre... purement mercantile. Non, mais ça prend 5 secondes, donc du coup, ça m'en laisse 25. Et ensuite, je dirais simplement ce que tu penses savoir de l'organisation du foot aujourd'hui. Il y a sans doute pas mal de choses que tu ignores. C'est sans doute beaucoup plus complet que ce que tu imagines. Effectivement, il y a le terrain, mais il y a tout ce qui se passe en dehors. Et honnêtement, un club de foot, c'est 11 joueurs, mais c'est aussi une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes autour. Et si tu veux vraiment savoir ce qu'est le foot en 2021 et ce qui est mis au service de la victoire, achète ce livre, achète-en même plusieurs. Comme ça, tu seras beaucoup plus intelligent, tu pourras être très apprécié de tes amis et tu me rendras riche. Ce qui est totalement faux parce qu'on gagne très peu d'argent avec les bouquins, mais voilà. C'est vrai, vous êtes arrivé au 17e étage et tu as fait un convaincu. Raphaël, si tu devais donner une bonne raison d'offrir Comment gagner un match de foot à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année ? En dehors de mon énorme besoin d'argent et d'ego, pour savoir qu'on fait des bonnes ventes, non, je dirais que c'est un bouquin déjà que tu peux lire par tranche. Et bon, à Noël, forcément, il y a les filles, il y a la famille, il y a les amis, donc tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour lire un bouquin dès Noël. Mais tu penses que tu peux le lire vraiment par tranche, par chapitre. Chaque chapitre est assez dense quand même. Je pense que des 4 livres qu'on a fait, c'est celui qui est le plus riche en infos. Même si celui que tu avais fait, Julien, sur la créativité dans l'Odyssée du 10, c'était lui aussi assez costaud. Fallait encaisser, mais là je pense vraiment que tous les chapitres sont pleins de petites détails, de petites précisions qui méritent d'être concentrés et justement de se consacrer à ce livre-là. Il y a quand même beaucoup de choses, on évoque... d'ailleurs, sur le bouquin, on a essayé... C'était difficile, en fait, sur la couverture, de résumer ce qu'on voulait évoquer dans le bouquin, puisqu'on parle de plein de choses, et le fil conducteur, c'est la performance. Mais on le fait à travers plein de plans, et je pense que vraiment, quel que soit ce qui nous intéresse le plus, parce que chacun avait ses préférences, que ce soit la formation, que ce soit l'analyse tactique, que ce soit le recrutement, il y a vraiment des parties qui peuvent parler à tout le monde, et certaines qui peuvent vous passionner particulièrement si vous avez une tendance pour pourquoi pas regarder des jeunes joueurs. Et vraiment, c'est je pense, le plus complet des bouquins qu'on a fait, le plus difficile aussi à résumer, et je pense que ça se sent dans nos speeches depuis le début. Mais vraiment, allez-y, parce que même à la relire pour nous, on réapprend des trucs parce qu'on l'a écrit à 4 et parfois on ne se souvient pas de tout d'ailleurs ce qui a été dit. Comment gagner un match de foot, qui est donc notre 4e ouvrage à cette petite troupe où on associe Gilles Juan qui avait participé au premier projet, Comment regarder un match de foot, ce qui était sorti en 2016. Il y a eu ensuite Les entraîneurs révolutionnaires du foot en 2017, l'Odyssée du 10 en 2019 pour les grands débuts littéraires de Philippe. Et donc, Comment gagner un match de foot, sorti fin août. Philippe, justement, rappelle-nous comment est né ce projet, ce 4e projet commun. Difficile à résumer parce que c'est comme tous les processus créatifs, c'est venu de pas mal d'envies qu'on avait à la sortie de l'Odyssée du 10, après une petite pause méritée suite à la livraison du manuscrit. Je pense qu'on avait tous un peu cogité sur nos envies respectives. Et le dénominateur commun, c'était que j'ai envie de dire, dans Comment regarder un match de foot, on avait regardé vraiment ce qui se passe sur le terrain.
Enfin, vous aviez regardé, parce que moi, j'étais pas là. Dans les entraîneurs révolutionnaires, ce qui se passe dans la tête aussi des entraîneurs. Dans l'Odyssée du 10, on était plus proche du joueur, de la tête du joueur, de ce qui se passe dans le vécu des joueurs sur le terrain. Et je pense qu'il y avait cette volonté partagée par nous quatre de se dire qu'est-ce qui se passe en dehors, dans les coulisses des clubs, des sélections, qu'est-ce qui se passe en fait, comment est-ce qu'on arrive à tout ça, comment est-ce qu'on arrive à mettre en harmonie, en symbiose tous ces grands préceptes qui donnent ceci ou cela sur le terrain. Il y avait aussi, je pense, une autre envie, enfin là vous me direz si c'est partagé, mais là on sort d'une dizaine d'années un peu de grandes révolutions dans le foot, avec une complexification sur la tactique, une complexification dans les outils et les méthodes qui sont utilisées, notamment la data, mais pas uniquement. Et on a assisté à ça en 10 ans, entre guillemets, entre l'écriture du premier livre et l'écriture du quatrième, on a vécu cette transformation presque de l'intérieur, et on l'avait abordé plusieurs fois. Là encore, vous l'aviez abordé plusieurs fois dans les premiers livres, on l'avait jamais abordé vraiment de front, cette transformation. Et je pense que tout est venu un peu de ces envies-là croisées. On a souhaité regarder un peu ce qui se passait dans les coulisses des clubs, dans la manière dont se construit aujourd'hui la performance dans le foot, avec ce foot qui est devenu de plus en plus technique, pointu, avec beaucoup d'intelligence au pluriel qui viennent se confronter pour permettre de gagner des matchs. Il y avait l'envie de faire une filiation avec le premier livre aussi, qui est apparu assez rapidement. Et puis, il y a eu, quand on avait toutes ces idées en tête, une sorte de, j'allais dire d'aubaine, c'est un peu horrible à dire comme ça, mais la période de confinement nous a grandement facilité la tâche, parce que ça a permis aussi d'aller contacter des gens dans les clubs qui n'auraient probablement pas été disponibles s'il y avait eu une saison normale et s'ils n'avaient pas été à l'arrêt. Et je pense que c'est aussi ça qui explique le fait que ce soit le bouquin le plus dense, comme le disait Raphaël. On se retrouve avec une matière, on va en reparler dans la suite du podcast, mais avec une matière qui est inestimable, et je pense qu'on n'aurait pas pu avoir autant de matière dans une situation normale. Donc voilà, j'ai été un peu dans tous les sens, mais je pense qu'il y avait toutes ces envies qui ont résonné ensemble. Est-ce que vous voulez partager un peu ça ? Oui, t'inquiète pas, Philippe. C'est le podcast des tunnels, il n'y a pas de souci. Raphaël, justement, qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé, toi, dans cette thématique de la performance au sens large ? Parce que c'est vrai que ça regroupe pas mal de dimensions, ça recouvre plein d'aspects. Qu'est-ce qui t'a, toi, séduit dans ce projet ? Alors, c'est différent avant et après le bouquin, en fait. Avant le bouquin, et du coup ça dépendait de ce que chacun écrivait comme partie, je me suis attardé notamment sur la construction d'un modèle de jeu, parce qu'en tant qu'éducateur, maintenant depuis quelques années, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis en relisant vos parties, il y a une problématique qui est de plus en plus prégnante à la fois chez les clubs pro et maintenant même chez les clubs amateurs, quels que soient les âges des joueurs. C'est le travail en dehors des clubs que réalisent les joueurs, que réalisent certains prépas physiques, que maintenant réalisent certains prépas tactiques. Je pense qu'on peut parler de ça en fait. Ouais, on y viendra dans un instant, Raphaël. Là, tu anticipes un peu la suite. Ah, pardon. Mais excuse-moi. Mais c'est pas Parce grave. Que en fait, ton conducteur, il y a plein de couleurs, il y a plein de pages. Et toi, moi, c'est le vert, Raphaël. Toi, les questions, c'est le vert. Et plus il y a d'infos comme ça. Le conducteur fait à peu près la taille du livre. Hein. C'est assez impressionnant. Non, pardon. Oui, c'est la thématique de la performance. Je reviens à mon rôle d'éducateur. Mon rôle d'éducateur, du coup, depuis 6-7 ans. Alors c'est à un petit niveau, enfin surtout c'est des jeunes, mais des jeunes d'un bon niveau, et déjà avec les petits moyens que tu essayes de maximiser certaines choses. Et donc là la question c'était de voir comment les clubs pro maximisaient dans plein de domaines. Et ça c'est quelque chose qui est, je trouve, très intéressant, qui existait, même par chez nous, de certains articles qu'on a écrits, mais je pense qu'il n'avait jamais été réuni dans un bouquin qui mettait en lien du coup toutes ces dimensions. On parle de la prépa tactique, de la prépa physique, de la prépa mentale, de ce qui se passe avant un match, c'est-à-dire on parlait de modèle de jeu, on parle du mercato, on parle de choix d'entraîneur, ce qui se passe aussi après un match, et ça c'est dans toutes les préparations qui permettent de mieux digérer un match. On parle de la préparation tactique, on parle de plein de choses, et c'était de réunir un peu toutes ces données-là pour essayer de les imbriquer, et justement pas de les séparer, et c'est quelque chose qu'on évoque aussi dans le modèle de jeu, de voir comment le lien peut être fait entre toutes les parties d'un club, tous les domaines de la performance. Est-ce qu'un club parfait existe aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a plusieurs exemples. Je pense qu'on peut parler de l'Ajax dans certains domaines. On parle beaucoup de Liverpool dans l'utilisation de la data. Et c'était d'aller chercher les meilleurs exemples, en fait, je pense, dans chaque secteur. Je pense que c'est comme ça qu'on a fonctionné à peu près. De se dire qui bosse bien dans ce domaine-là, qui bosse bien dans ce domaine-là, qui bosse bien dans ce domaine-là, et qui est prêt à nous en parler aussi.
C'était parfois difficile parce que souvent ceux qui bossent le mieux essayent de pas trop en parler, ou en tout cas rarement, parce qu'ils veulent pas non plus. C'est un peu comme des secrets d'entreprise, des secrets industriels, et il faudrait pas que d'autres les copient ou récupèrent trop vite ces méthodes-là. Mais vraiment, il y avait cette idée d'aller chercher le meilleur dans chaque domaine. Est-ce qu'on y est parvenu? Je l'espère. Parfois avec des mais sources pas- extérieures aussi, hein, ça nous a Avec desservi, des sources via extérieures Critique aussi, notamment, bien qui a sûr. sorti plein de choses intéressantes. Avec des lectures aussi, beaucoup de lectures de livres dans la construction de ce bouquin-là. Mais par exemple, sur le cas français qu'on a, nous, on est sur le contre-pressing, on est allé parler à un francophone qui est Peter Zeidler, qui est sorti de l'école Red Bull et qui a connu beaucoup d'entraîneurs allemands qui aiment ça aussi. On a parlé avec Roger Schmidt sur le pressing, parce qu'on l'avait eu il y a quelques années, il y avait certaines infos qu'on n'avait pas pu utiliser, mais qui sont toujours utiles. Pour sortir depuis l'arrière, construire depuis l'arrière, on a parlé à Olivier Dalloglio, qui est un des entraîneurs français qui le fait le plus, en plus dans des équipes de petit calibre, et c'est ça qui est encore plus impressionnant. Donc voilà, on a essayé de chercher des témoins adaptés à chaque domaine. Je pense que finalement, je sais pas combien de témoins on a fini. Alors j'en ai compté 59, mais je suis pas sûr d'avoir tout pris en compte. Mais on est au moins Ça me- une ça me- soixantaine. Il y en ça a me une soixantaine paraît- en tout cas. Ça me paraît peu parce que tu as quand même fait 123 interviews, donc 59 témoins contre Écoutez, tes c'est 123 mathématiquement interviews. impossible. Ouais, je Parce sais pas que tu comment n'as j'ai pas fait. compté Mais non, mais vraiment, les- c'était ceux d'aller qu'on est chercher allé ça, récupérer des anciens. Parce qu'en plus de ceux qu'on a interviewés, il y a aussi de la matière qu'on est allé récupérer et qu'on n'avait pas utilisée dans les précédents livres. Donc, je pense qu'en tout, Ouais. les interlocuteurs qui ont la parole dans le bouquin, il y en a plus que 60. Il y en a un peu plus que 60. Ouais. Oui, bien sûr. Non, bien ça, sûr, il y a bien sûr. toujours Je des- parlais des témoins originaux que nous-mêmes on a fait parler. Mais par contre, c'est un bouquin qu'on essaie de situer dans la. Philippe parlait des sources extérieures. C'est un bouquin qu'on essaie de situer quand même dans la modernité. C'est-à-dire que c'est pas comment le foot a gagné ou comment les équipes ont gagné un match de foot, c'est comment aujourd'hui, en 2021 et dans les années à venir, les équipes vont essayer d'aller chercher des gains de performance dans tous les domaines. Je pense que c'est aussi ça le thème du bouquin. Entre Comment tradition et regarder- modernité peut-être. Entre tradition et modernité. Comment regarder un match de foot était situé en 2016-2017 quand on l'a sorti, sur là où en était le foot à l'époque. Les entraîneurs révolutionnaires ont refait un peu toute l'histoire, justement, c'était logique après avoir fait comment regarder un match de foot. Et là, on est sur plus que le terrain, mais comment ça se passe en 2020, 2021, 2022, comment ça peut se passer dans les années à venir, sur tous ces domaines de la performance. Et je pense que c'est une lecture riche pour tous les gens qui soit travaillent dans le foot, ambitionnent de travailler dans le foot, ou s'intéressent à ce que font les gens qui travaillent dans le foot. Alors, on va entrer dans quelques instants dans le cœur de différents sujets, différentes thématiques qui nous ont particulièrement marqués. On évoquait la soixantaine d'intervenants pour vous donner une idée un petit peu de l'éventail des expertises que l'on a sollicitées. Il y a un ancien arbitre, 10 joueurs ou anciens joueurs, dont Benoît Chéroux, Camille Billy, Mathieu Bonnemer, Lorik Sana aussi, Philippe, qui a été une rencontre particulièrement émouvante pour toi, évidemment. 2 anciens présidents, 2 dirigeants, 5 directeurs sportifs, dont Damien Comolli, qui est maintenant président de Toulouse, Andoni Zubizarreta aussi, l'ancien Marseillais, 2 formateurs, 9 entraîneurs, Raphaël Ladie, Olivier Dalloglio, Peter Zedler, et notre fidèle Christian Gourcuff aussi, 12 membres de staff technique, des adjoints, des préparateurs physiques, des préparateurs individuels, 7 analystes, 2 spécialistes de la data, 3 recruteurs, dont Romain Poirot, qui est maintenant scout d'Arsenal en France, qui est passé par les 2 Manchester notamment avec une riche expérience, un médecin, un nutritionniste, une psychologue, un préparateur mental, et puis aussi un grand maître d'échecs, Maxime Vachier-Lagrave, le meilleur joueur français pour une perspective un peu décalée. Christophe, si tu devais ressortir une personnalité du livre que tu as trouvée particulièrement intéressante, ce serait qui ? C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est là où en fait on est un peu piégé par le conducteur, c'est que du coup, comme Raphaël a fait un tunnel d'à peu près 14 minutes, tu sautes des parties. Ah bah oui. Du coup, la Et du question, coup, je elle revient pour récupère toi. la question de Raphaël, alors que moi, je m'étais préparé psychologiquement à avoir une autre question. Et donc, du coup, j'ai pas trop réfléchi. Mais tu peux mélanger les deux si tu es fort. L'autre, c'était une question sur le making-of, etc. Bon, c'est des Google Bonne Docs, raconter. et c'est chacun un peu sa méthode. Hein. Moi, c'est des séances d'écriture de 8, 10, 12 heures de suite, où je m'y mets à 18, 19 heures, et je termine à 6, 7 heures du matin le lendemain. Donc chacun après a sa méthode. Mais non, une personnalité du livre particulièrement intéressante, c'est hyper difficile. Elles sont beaucoup à avoir finalement leur propre richesse, leur propre point de vue. Plus qu'une personnalité, parce qu'en plus c'est un peu ce tropisme où forcément les gens que toi-même t'interviews, t'as aussi les off, t'as un peu le contexte, alors que les autres tu te contentes entre guillemets de retranscription. Donc c'est sûr que forcément tu seras un petit peu plus sensibilisé par les gens que tu as interviewés toi-même. En fait, plutôt qu'une personnalité, je prends un peu le contre-pied, mais je suis sincère, c'est pas pour esquiver la question. Je trouve que certaines personnes qui peuvent avoir une image pas forcément mauvaise, mais un petit peu brouillée, se trouvent être hyper intéressantes. Et
Tu vois, Alain Casanova, par exemple, qui a une image assez contrastée en France. Hein, les supporters toulousains, lensois, sont pas tous hyper clients du personnage. Tu lis ce qu'il nous dit sur les sorties de balles, sur les relances, sur la construction au sol. Je vais pas dire que c'est incompréhensible parce que ça serait mentir et ça serait faire un petit peu peur aux gens, mais tu te rends compte sincèrement qu'il y a une compétence de technicien qui est 1000 fois supérieure à nos compétences à nous d'observateurs extérieurs, et ça se retrouve chez pas mal de personnes. Ça se retrouve chez Zubizarreta par exemple, qui pareil, voilà, je suis pas sûr que ce soit le plus grand directeur sportif de l'histoire de Marseille. Maintenant, ce qu'il te dit sur Barcelone, sur pas mal de constructions d'équipes, etc., est vraiment hyper riche. Donc c'est ça aussi, et je dis vraiment pas ça pour défendre certains choix qui pourraient paraître controversés vis-à-vis des gens, parce que même moi, finalement, je peux avoir aussi certains préjugés, certains a priori sur des gens connus qu'on est allé chercher. Tu vois, j'ai vraiment pas souvenir d'une personne où on s'est dit oula, en fait on l'a fait, mais ça sera pour la forme, et on mettra 2 phrases. On a plus eu pour un peu combiner les 2 réponses. Le directeur sportif de Troyes aujourd'hui, François Vitali, que j'avais eu par téléphone à l'époque où il était libre après avoir fait le Cercle de Bruges, un ancien du LOSC également. Eh bien, je me suis rendu compte en faisant un contrôle F à la fin, quand on avait globalement fini le manuscrit, je m'étais rendu compte qu'il apparaissait genre sur 2 phrases dans le bouquin, alors qu'en relisant les notes, c'était quand même hyper riche, que je l'avais eu plus d'1 heure au téléphone. Et c'est vrai que toi aussi, t'as repris, t'as fait ah ouais mince, il y a quand même beaucoup de choses qu'il dit qui sont hyper intéressantes, et du coup on l'a un peu glissé, distillé à droite à gauche pour essayer de densifier, pour parfois dire un peu la même chose que d'autres, mais que ça soit sa voix à lui, etc. Et je pense que c'est vraiment ça qui, moi je trouve intéressant, plutôt que de mettre en valeur une personne, même si on peut toujours en trouver, c'est de se dire que limite on a dû se débrouiller pour faire tenir ça en 520 pages et pas en 800. On n'a pas du tout tiré sur la corde, au contraire, on a vraiment gardé la substantifique moelle et les choses les plus importantes, en ayant quelques dilemmes pour mettre de côté des choses qui malgré tout auraient aussi leur intérêt en étant publiées. Ouais, parce que l'idée aussi, c'était vraiment de donner la parole à toutes ces expertises qui maintenant apportent vraiment beaucoup au club dans différents domaines, et en leur donnant la parole, parfois il y avait des chapitres tout simplement où on s'est même quasiment effacé, à part quelques paragraphes de remise en contexte et voilà, d'explications et quelques petites anecdotes. C'était juste des enchaînements en fait presque de déclarations qui se répondaient finalement issues des interviews que l'on a réalisées, par exemple sur l'analyse tactique avec les analyses vidéo qui présentent un petit peu comment ils travaillent. La partie que tu as faite sur le recrutement, Julien, c'est quasiment une histoire orale. Ouais, c'est ça. C'est plein de recruteurs, des directeurs de recrutement, des analystes, etc., qui exposent leur méthode, les pièges à éviter, la philosophie derrière leur méthodologie, etc. Donc, quand c'était extrêmement riche comme ça, finalement, ça servait à rien de reprendre des choses à notre compte. En fait, c'était juste micro ouvert, Par presque. contre, j'aimerais pirater la réponse de Christophe pour dire qu'Adrien Tarascon est toujours intéressant quand on l'interroge. Ouais. Adrien Tarascon qui est, je sais pas comment définir son rôle à Lille. Il est responsable de l'analyse du jeu à Lille, après l'avoir été au PSG et à Monaco. Bon, c'est un rôle assez large et qui techniquement, je pense, sous ce titre, n'existe pas forcément dans beaucoup de clubs. Certains seront responsables de la cellule perf ou autre chose. Lui est responsable de l'analyse du jeu, il l'a fait au PSG, à Monaco et à Lille, et quand on lui parle, je trouve sa capacité à tout systématiser et à appliquer une méthode à tous les domaines de l'analyse est hyper intéressante, et quelque part c'est un peu le thème du livre en fait, c'est comment chacun des membres d'un club de foot va systématiser son travail et mettre en place une méthode pour améliorer la performance. Donc je trouve que ses propos et sa vision correspond à ce que nous on recherchait, en tout cas pour montrer que dans le foot il y avait beaucoup d'idées et de cerveaux qui turbinaient. Et il avait déjà été brillant aussi quand on avait sollicité dans l'Odyssée du 10, notamment sur toute la réflexion sur le jeu. Il a des réflexions extrêmement intéressantes, Adrien, évidemment. Donc le livre est découpé en 6 grandes parties. Une intro signée Philippe qui se demande qu'est-ce que gagner, qui interroge en tout cas la notion de victoire. 4 grandes parties, comment construire un club qui gagne, comment préparer un match de foot, comment gagner la bataille tactique, comment faire la différence sur le terrain. Une conclusion qui se demande comment continuer à gagner une fois que le match est terminé. Et puis un bonus aussi, la 60aine d'intervenants qui énoncent ces 3 ingrédients clés pour gagner un match. Et c'est intéressant d'ailleurs, alors à la fois il y a une diversité de profils, mais aussi une grande diversité, une grande variété de réponses, et ça prouve bien qu'il n'y a pas une seule recette universelle pour parvenir à la victoire. On va se pencher, messieurs, sur 4 thématiques qui nous ont particulièrement marqués, une chacun. On va commencer avec Philippe. Philippe qui a été discret depuis quelques minutes. Philippe, tu as voulu mettre l'accent sur la préparation mentale, qui est l'objet d'une partie que tu as écrite sous-titrée « La dernière frontière ». Pourquoi
la préparation mentale est la dernière frontière? Eh ben parce que c'est la dernière frontière de la performance, c'est la nouvelle frontière de la performance. Tout bêtement, c'est aujourd'hui le secteur sur lequel on voit le plus de potentiel d'aller optimiser de la performance. Et je pense que c'était intéressant pour nous d'aller défricher cette partie parce que on est véritablement dans le défrichage. Et ça raconte aussi tout ce qu'on peut avoir envie de raconter sur les autres dimensions, la préparation physique, la préparation tactique. En fait, on se rend compte que la préparation mentale, entre guillemets, elle va venir compléter la préparation physique d'un côté, notamment en permettant d'accepter des niveaux, par exemple, d'effort ou de douleur plus intenses, en permettant aussi de mieux travailler parce qu'on sera dans les bonnes conditions au niveau mental. Et puis la préparation tactique, parce qu'on se rend compte que le cerveau, il a un rôle à jouer dans la manière dont on va comprendre les consignes qui sont données, dont on va comprendre sa relation au partenaire, dont on va aussi optimiser tout simplement ses réflexes sur le terrain et donc son intuition et donc sa lecture du jeu. Et c'est vrai que on l'a titré la dernière frontière parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est un sujet qui a du mal à rentrer dans les clubs. Alors on pourrait nuancer. Il y a des clubs qui sont aujourd'hui en pointe sur ces sujets. On en cite quelques-uns. C'est pas toujours ceux auxquels on pense. Ça va être par exemple l'Académie OL, ça va être le RC Lens, ça va être aujourd'hui le Stade Rennais. C'est pas forcément ceux auxquels on pense en premier, mais c'est des gens qui ont dépassé un peu les barrières mentales qu'il peut y avoir derrière la dimension psychologique et mentale. Et c'est peut-être ça le cœur du sujet, c'est que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, un des gros ressentis que je pouvais avoir en lisant les verbatims, en lisant les retranscriptions qu'on avait sur ce sujet, c'est que c'est difficile de faire accepter le besoin d'aller travailler sur le cerveau. C'est difficile parce que il y a plein d'inerties, il y a plein de barrières mentales, c'est le cas de le dire, de la part de certains acteurs. Ouais, des a priori, Ouais. des conceptions un peu négatives du fait d'avoir besoin d'aide parfois aussi à ce niveau-là. C'est ça, il y a Ça même touche à la virilité, à la puissance du footballeur, quand même. ça touche à la notion de contrôle aussi de la part de pas mal d'entraîneurs ou d'adjoints. Il y a notamment un adjoint à Nantes qui explique que lui, il n'a pas envie que quelqu'un de l'extérieur vienne lui dire comment faire pour motiver ses joueurs. Et je trouvais ça intéressant d'essayer de voir pourquoi est-ce que aujourd'hui sur ce domaine, il y a à ce point des potentiels de performance. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans les premières parties, un peu raconter les différents apports de la préparation mentale et les différents niveaux sur lesquels elle peut intervenir, le physique, la tactique, le bien-être, la santé, la récupération, etc., etc. Mais aussi pourquoi ça bloque et comment tu peux faire pour dépasser ces blocages. Et là-dessus, il y a un truc intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a une collusion entre les nouvelles technologies et la préparation mentale. C'est ce que disent plusieurs des intervenants, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les neurosciences vont permettre à des psychologues de rentrer dans les clubs, de légitimer, entre guillemets, leur apport et leur savoir, et derrière, d'approfondir cette question en rajoutant des couches de préparation mentale, de psychologie, de séances, de sophrologie, on en reparlera. Je trouve ça intéressant de voir que ça cristallise un peu comment aujourd'hui se construit ce qui sera finalement le foot de demain, à savoir cette interaction entre des psys, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, des neurosciences, des cellules R&D sur des technologies de pointe, et il y aura ça ira dans ce sens-là. Donc voilà, ça raconte en fait ce qui sera probablement et même très certainement le foot entre 2020 et 2030, et c'est pour ça qu'on l'a titré la nouvelle frontière. C'est vrai que tu évoques qu'il y a beaucoup de spécialités aussi qui sont intégrées dans ce qu'on peut appeler de la préparation mentale, beaucoup d'expertises différentes. Tu as évoqué les coachs mentaux, des psychologues, de la sophrologie, des neurosciences, il y a du yoga aussi. Comment on peut s'y retrouver dans toutes ces approches? Et il y a aussi la question de s'assurer que, en effet, ce qui est recherché, qui est la performance, il y a un vrai transfert à ce niveau-là. Ouais, c'est la question que tout le monde posait. On a vu d'ailleurs, il y avait certaines personnes qui disaient, moi je veux bien d'un psychologue du sport, mais pas d'un psychologue classique entre guillemets. Ce à quoi les psychologues classiques répondaient en riant que, bah oui, mais en même temps, un psychologue du sport, c'est juste quelqu'un qui a fait des études de psycho et qui a juste rajouté une petite option sport là-dessus. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui un gros fourre-tout. C'est un peu dur de s'y retrouver. Ça peut d'ailleurs s'expliquer par le fait que la dimension mentale, elle a été, au cours des décennies précédentes, je pense dans les années 90 et 2000, elle a été un peu trustée par des espèces de gourous, des mecs qui n'avaient pas forcément de formation, qui n'avaient pas forcément de compétences très précises, mais qui, faute de mieux, étaient appelés et vendaient un petit peu du bullshit.
Et ça a refroidi d'ailleurs pas mal de directeurs sportifs, pas mal d'entraîneurs qui ont vu d'un mauvais œil l'arrivée de ces espèces de guignols qui faisaient le one-man show dans le vestiaire, mais dont on n'avait pas de certitude qu'ils apportaient quoi que ce soit à la performance. La manière dont on voit qu'aujourd'hui ça évolue, c'est qu'il y a d'une part une scientifisation de cette démarche, c'est ce que j'évoquais avec les neurosciences, c'est pas uniquement les neurosciences, mais il y a une volonté de scientifiser un peu tout ça, d'objectiver cet apport de la performance. Et ça va avec la construction de nouveaux indicateurs. Et ça, c'est important parce que les gens qui travaillent sur le mental, ils n'ont pas vocation à pouvoir dire comment ils impactent la performance. Mais c'est ce qu'on va leur demander et c'est finalement assez légitime puisque aujourd'hui, on a des clubs qui ont besoin de savoir, si j'investis tant de temps et tant d'argent dans de la préparation mentale, comment ça va me permettre d'optimiser ma performance. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'y retrouve parce qu'on est en train d'assister à une phase d'apprivoisement de ces nouvelles méthodes. Typiquement à l'Académie OL, où ils mettent en place du yoga, de la sophrologie, ils apprivoisent ces méthodes-là depuis 5-6 ans, et puis progressivement, chaque année, ils rajoutent une couche, ils valident certaines méthodes parce qu'ils voient que ça a des effets, ils en invalident d'autres, et puis ils expérimentent, ils continuent à tester des nouvelles méthodes, et c'est ce qui définira un peu la philosophie du club dans les années à venir. Mais il y a besoin aujourd'hui d'expérimenter, et une fois qu'on aura passé cette phase d'expérimentation, je pense qu'il y aura besoin de quantifier, entre guillemets, l'apport de la préparation mentale. Ça me semble légitime, c'est un moyen aussi d'apaiser, entre guillemets, les barrières et les tensions qui peuvent exister à l'égard de ces méthodes-là. Et ça passera par ce type d'outils qui sont en fait assez normaux et qui vont dans le sens de tout ce qu'on peut dire ailleurs sur la performance et sur la scientifisation de la performance. Il y a aussi la question du bien-être mental des sportifs de haut niveau qui est pas mal discuté maintenant depuis quelques mois. Il y a eu le cas de la joueuse de tennis Naomi Osaka, évidemment. Il y a aussi de nombreux témoignages de joueurs de foot et de sportifs qui ont connu des périodes de dépression qui s'ouvrent un petit peu sur ces problèmes-là, qu'on cachait un petit peu sous le tapis par le passé. Est-ce que la préparation mentale aussi, qu'on envisage nous dans une optique de performance, mais est-ce que ça peut aussi leur apporter des choses aux sportifs de très haut niveau sur cet aspect-là, et de quelle manière à ton avis? Bien sûr, en fait, je pense que c'est même ça que je voulais dire par le fait que aujourd'hui, les psys, ils vont rentrer dans les clubs via, par exemple, les neurosciences, mais progressivement, une fois qu'ils seront, on va dire, apprivoisés, ils vont rajouter des couches. Et les couches en question, c'est justement pouvoir travailler avec les joueurs ou les entraîneurs d'ailleurs sur leur bien-être, sur leur vie amoureuse, familiale, sur leur trauma passé ou présent, sur leur anxiété. Ça, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est des choses dont on ne parlait pas, comme tu l'as dit, on le mettait sous le tapis. Ça entraîne parfois des drames, des suicides, on en connaît dans le football. Il y a aussi des traumas qui ne sont pas toujours évoqués, des traumas liés à l'enfance, liés à des sujets très durs sur ce qui peut se passer dans les périodes de formation. Et tout ça, les joueurs, ils ont besoin de pouvoir le sortir. Et aujourd'hui, les psys dans les clubs, c'est peut-être les seuls qui peuvent justement accueillir cette parole-là. Raphaël l'a dit tout à l'heure, la psychologie elle touche à un vieux fantasme qui remet en cause, on va dire, un peu la virilité et le côté un peu... Il ne faut pas montrer de faiblesse. Ouais, voilà, on peut pas montrer de faiblesse parce que si on montre une faiblesse, l'entraîneur va croire que on n'est pas bon, va nous mettre sur le banc et ça va entraîner un cercle vicieux de déprime ou de dépression. Et donc, il faut des acteurs qui ne soient pas liés au staff, qui soient extérieurs au staff, mais qui soient quand même capables de faire le lien entre le staff et le mal-être des joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les psys, ils ont ce rôle-là parce que tu vas pas te confier de la même façon à ton entraîneur ou à ton adjoint ou même à ton préparateur physique sur les mêmes problèmes ou sur les mêmes vécus ou sur les mêmes traumas que si tu peux aller voir un psy. Et je pense que c'est aussi là la prochaine frontière, c'est qu'entre guillemets, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de sujets qui, dans le foot et dans le sport professionnel en général, ont été mis sous le tapis et qui doivent ressortir pour qu'on puisse simplement se sentir aussi plus léger par rapport à tout ça, parce que ça a une incidence sur l'ensemble des choses. Ouais, parce que pour l'instant, en tout cas, le côté bien-être, il est notamment un petit peu quantifié, en tout cas de manière qualitative, j'ai envie de dire, par des questionnaires de bien-être que les joueurs remplissent souvent, par exemple, quand ils arrivent à l'entraînement le matin pour essayer d'estimer un petit peu leur état de fatigue, comment ils se sentent aussi, en sortant de l'entraînement aussi, est-ce qu'ils ont trouvé des séances dures, etc. Et donc c'est en effet aussi quelque chose à lier peut-être entre la préparation physique, préparation mentale, parce que forcément l'un a forcément un impact sur l'autre. Christophe, tu as travaillé il y a quelques semaines sur un long format, l'équipe Explore, sur la vitesse.
qui avait une grande partie consacrée sur la vitesse de la pensée, Oui. l'aspect cognitif. C'est aussi un aspect qu'on peut mettre dans le côté préparation mentale. Est-ce que là aussi, c'est un domaine qui reste encore largement à explorer et pour lequel on n'est qu'au début de l'histoire? Oui, totalement. Il y a même des choses sur lesquelles, de toute façon, tu connais le truc et on l'a encore vécu pour le bouquin. Entre ce que tu publies et la matière brute que tu avais au départ, on est sur 10 ou 20% qui est gardé et la plupart qui est écarté sur le bord de la route parce qu'il n'y a pas de place. Et l'une des choses que j'ai pas évoquées dans mon papier, donc du coup, c'est aussi intéressant de le dire ici parce que ça n'est pas vraiment un sujet qui a été évoqué jusqu'à maintenant, qui est le dopage cognitif. Voilà, en gros, je sais pas exactement, enfin, il n'y a pas vraiment de formule encore exacte, dopage mental, enfin voilà, mais qui est en fait, c'est comme toute forme de dopage, c'est-à-dire qu'au départ, c'est des trucs pour soigner les gens qui ont des défaillances physiques, psychologiques ou autres, que tu donnes à des gens qui sont sains, et forcément, ça fait entre guillemets, des individus augmentés. Et c'est vrai que il y a la neurostimulation non invasive, si je ne maltraite pas le nom de la chose, qui est en gros le fait pour les gens qui ont eu soit des Alzheimer, soit des AVC, soit des Covid, où c'est compliqué, où en gros les fonctions neurologiques ont eu des petits soucis. En gros, tu leur mets des électrodes, tu leur mets vraiment des mini décharges. Faut pas non plus imaginer comme les sports élec où on te défonce les abdos pour que tu te muscles. Et visiblement, moi, j'ai eu en gros le spécialiste français de ça, enfin français en France, puisque le mec n'est pas français, l'espagnol. Mais voilà, qui disait que visiblement c'est quelque chose qui commençait à investir petit à petit des sports comme le cyclisme ou autre, pour en gros avoir une vision augmentée, un temps d'avance, vraiment avoir une capacité à prendre l'information. En gros, si vraiment faut conditionner la chose pour que les gens se représentent, c'est typiquement les gens à qui il manque un sens, par exemple ceux qui sont aveugles, forcément tout ce qui est ouïe, etc. et sera beaucoup plus développé parce qu'ils pourront beaucoup plus se concentrer sur ces sens-là. En gros, faut imaginer ça, mais chez les gens qui ont tous les autres sens, quoi, qui auraient une capacité à mieux prendre l'information, etc. Alors là, c'est l'aspect de dopage, mais évidemment dopage, c'est pas réglementé, c'est impossible a priori à détecter. Donc ce sont des choses qui sont un petit peu floues, qu'il faudra vraiment monitorer. Je pense que d'ici 5-10 ans, ça peut être un vrai sujet de société dans le sport. Mais au-delà de ça, tout le travail qui donc là est 100% légal, encadré sur la vidéo, sur des référentiels lumineux, à taper sur un tableau de couleurs, etc., qu'on voit chez Lomachenko en boxe. Enfin, des choses qui existent déjà pour en gros travailler les yeux. Donc réalité virtuelle, petits exercices type jeux vidéo, mais conçus de manière très précise. Tu le sais aussi bien que moi, puisque t'es allé faire toi aussi un boulot du côté de Troyes, et du coup t'as pu voir un petit peu comment ça bossait là-bas, notamment avec les gardiens. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'en est qu'à ses balbutiements, qui est hyper difficile à quantifier, parce que de la prise d'info, c'est pas comme une course sur 100 mètres où tu vas voir si le mec court de plus en plus vite. Est-ce qu'il prend bien l'info? Ouais, tu peux avoir des marqueurs au sein même de l'exercice, mais de les transposer dans une réalité terrain, c'est quand même assez compliqué. Mais ça existe dans quelques clubs néerlandais, ça existe dans quelques clubs anglais, un tout petit peu en France. Je pense vraiment que ça va se développer partout, parce que même si c'est pas quantifiable, tu te diras, il n'y a pas de perte en fait. Donc au pire, c'est de l'argent investi entre guillemets à perte, parce que c'est du placebo. N'empêche que bosser sur la prise d'infos de manière large, et donc le travail du cerveau, c'est l'avenir, et le fait de bosser avec des capteurs pour voir en gros comment un gardien prend l'info sur penalty ou autre. Il y a déjà des prises de contact qui sont effectuées avec l'Institut du cerveau et des gens comme ça du côté des très très grands clubs qui ont de l'argent à dépenser. Donc il faudra pas s'étonner si dans 5 ans t'as des vrais tests qui sont faits pour voir en gros comment un gardien prend l'info pour arrêter un penalty par exemple, et si on met en place des protocoles pour améliorer tout ça. Ouais, parce que c'est vrai que c'est le processus qui est un petit peu résumé. C'était résumé un peu comme ça dans l'Odyssée du 10 par Adrien Tarascon, qui disait qu'on est un petit peu arrivé au bout du développement de l'athlète. Physiquement, on voit un petit peu maintenant les gabarits, tous les joueurs sont ultra fit, et parfois un petit peu trop, ce que regrette Raphaël. Mais maintenant, l'idée, c'est de développer le footballeur, entre guillemets, c'est-à-dire développer l'intelligence de jeu, par notamment ce travail cognitif. Raphaël, justement, on parle beaucoup de préparation mentale des joueurs, mais on voit aussi que petit à petit, les entraîneurs commencent à y avoir recours pour eux-mêmes. On sait que Christophe Pélissier travaille depuis quelques années avec un préparateur mental aussi, ou en tout cas avec un conseiller, si on peut dire. Bruno Genesio a récupéré la psychologue du Racing Club de Lens que l'on interroge dans le livre aussi. Pourquoi c'est important pour les entraîneurs aussi d'avoir cet accompagnement pour eux?
Pour encore plus de raisons, j'ai envie de dire, que les footballeurs, parce que le footballeur ne traite que son cas. Et c'est un joueur dans une équipe et qui va se concentrer sur ce que lui vit, sauf qu'un entraîneur doit gérer un effectif maintenant de 25-30 joueurs, un staff de plus en plus élargi et des responsabilités multiples selon les clubs en plus. Par exemple, Claude Puel à Saint-Etienne doit gérer beaucoup de choses et c'est vrai qu'on parle souvent de performance et on note les joueurs sur leurs matchs. Maintenant d'ailleurs l'équipe note les entraîneurs. Et pendant longtemps on n'a pas posé la question des pics de performance des entraîneurs, parce qu'ils sont pas sur le terrain et qu'on peut pas évaluer sportivement leur production. Mais je sais plus quel entraîneur avait dit ça aussi, qu'il y avait des hauts et des bas chez son entraîneur aussi, qu'on n'était pas toujours dans la même forme, et que ça pouvait impacter une équipe. Et je pense que la partie psychologique, même s'il n'est pas là que pour aider au résultat, elle vient en soutien de l'entraîneur qui a des pressions internes et externes évidemment, selon la taille du club aussi. Mais même un éducateur, je veux dire, d'un petit groupe de jeunes gamins a des pressions, qu'elles soient fortes ou pas, mais des parents qui sont pas contents parce que tel joueur joue en B ou etc. Il y a toujours, en fait, dès que tu es dans le foot, des gens autour de toi qui vont vouloir que ça se passe autrement et qui vont remettre en question ce que tu fais. Donc je pense qu'il faut être capable d'avoir quelqu'un pour en parler, et justement quelqu'un qui n'a pas d'arrière-pensée, qui n'est pas là pour tirer profit de ta situation, parce que le foot est un milieu cruel aussi. Et tu peux parler à ton adjoint et 3 semaines plus tard être viré et que lui récupère ton poste, ça peut arriver. Donc je pense que c'est ça, c'est de sortir de ce cadre-là un peu où finalement tout le monde a un jeu, tout le monde joue à quelque chose, pour être avec quelqu'un qui n'a pas d'objectif sportif par rapport à toi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On a très souvent cité cet exemple dans Vue du banc ou d'autres podcasts de la fin de Thomas Tuchel au PSG, qui psychologiquement était visiblement au bout du rouleau, et ça se voyait dans ses déclarations et sa relation avec la presse au moins, à ce qu'il avait vécu aussi à Dortmund. Et je pense qu'une des forces aujourd'hui des entraîneurs, une des capacités des entraîneurs, c'est d'arriver à garder ce calme-là et cette stature, quels que soient les résultats, quelle que soit la dynamique. C'est quelque chose qui est très très dur, hein. Même à un petit niveau en tant qu'éducateur. Pendant un match, tu peux craquer sur certaines choses. Pendant une semaine, s'il y a des mauvaises attitudes de la part des joueurs ou de leurs entourages, ça peut vite devenir quelque chose d'énervant, parce que tu as besoin de montrer cette autorité, de sanctionner quand il faut sanctionner, de valoriser quand il faut valoriser, et ça fait beaucoup de choses à gérer dans une petite tête, et c'est bien d'aider cette petite tête. Peut-être pour En tout cas, juste... c'est une thématique passionnante. Vas-y, Philippe. Non, juste pour approfondir, parce que dans les entretiens que tu as évoqués, il y en a un qu'on n'a pas trop mentionné, mais on peut le mentionner parce que c'est aussi une personne importante du foot français. C'était Gérard Rouillet, qui est décédé pendant la période où on écrivait le manuscrit, mais qui disait bien aussi, c'est pour aller dans le sens de ce que Raphaël dit, l'entraîneur, il est aussi, c'est quelqu'un qui transmet de la confiance. Son attitude, elle transmet aussi un message, ne serait-ce que par son langage non verbal, tu vois, par ses gestes, par son attitude, par sa tête, par les cernes qu'il a le matin quand il arrive à l'entraînement, il va transmettre plus ou moins de confiance. Et du coup, ça rend d'autant plus important le fait d'aller prendre soin, entre guillemets, de cet interlocuteur-là, parce que derrière, il y a toute une chaîne de ruissellement, entre guillemets, qui va dépendre de ça. Si ton entraîneur, il arrive, qu'il est abattu, qu'il est énervé, qu'il est déprimé par des raisons interne ou externe, et que tu le ressens en tant que joueur, que tu ressens, je sais pas, l'inquiétude vis-à-vis d'une défaite, la pression parce que tu as la peur de la relégation, ou simplement de la colère et que tu comprends pas pourquoi ça va te tomber dessus, c'est vrai que ça va se traduire de toute façon en tant que joueur dans ta manière d'être et dans ta manière de t'entraîner ou de jouer sur le terrain. Donc ça va aussi avec cette dimension-là. L'entraîneur, c'est la courroie de transmission entre ce qui se passe dans son cerveau et ce qui va se passer sur le terrain. Et du coup, il faut en prendre d'autant plus soin pour toutes les raisons aussi qu'évoquait Raphaël. Voilà, j'ai rien de plus à dire, mais si peut-être il y avait quand même cette interview de Furlan qui avait été publiée. Le livre était déjà sorti, sinon on en aurait parlé dans le livre, mais où sa femme, qui est psychologue, je crois, expliquait à quel point, grosso modo, il pouvait pas dormir pendant 3 jours avant un match et 3 jours après un match. Et c'est sûr que ça, il faut d'une manière ou d'une autre pouvoir accueillir cette parole-là, parce que sinon ça va se ressentir dans le vestiaire, dans les causeries, dans les entraînements et donc sur le terrain.
Ouais, c'est une thématique en tout cas passionnante, extrêmement large. On l'a dit évidemment, et puis pour en savoir plus, eh bien, direction le chapitre, la préparation mentale, la dernière frontière dans comment gagner un match de foot. On passe à celle de Christophe maintenant, on a passé pas mal de temps sur la préparation mentale. Christophe, toi la thématique qui t'a marqué, c'est le talent individuel. Tu as écrit la partie justement comment le talent individuel peut-il faire gagner des matchs. Pourquoi ça te semblait important de mettre ça en avant ? Pour un peu prendre le contre-pied déjà de ce qui me semblait évident à mes yeux, alors je prends mon propre contre-pied, je prends le contre-pied de personne, mais qui est de parler de ma partie, voilà, c'est celle sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, sur la prépa physique qui fait une 50aine de pages, mais que, alors les gens n'ont pas forcément suivi toute la promo qu'on a pu faire, hein, mais que j'ai déjà évoqué dans divers passages, dans divers médias, et qui, à partir du moment où, enfin, pas que elle est facile à résumer, mais en fait elle parle de tellement de choses que j'enjoins les gens à acheter le bouquin et à lire, mais tout ce qui se passe sur la diététique, le sommeil, il y a vraiment beaucoup de thématiques passionnantes, la prévention des blessures, enfin bref, c'est quand même sur une 50aine de pages, on a le temps de dire pas mal de choses, mais à la limite c'est presque trop facile et c'est d'en parler, et c'est l'application à ce que vous disiez avant sur la partie mentale, mais sur la partie physique. Et justement moi j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied pour faire un peu une espèce de marquage préventif, de réponse préventive à un reproche qu'on pourrait soit nous faire, en tout cas que des gens pourraient avoir, qui est oui, vous avez de manière générale, soit dans Vue du Banc, soit dans divers bouquins, soit dans votre approche générale, tendance à beaucoup parler de tactique, ce qui est vrai, même si ce bouquin n'est pas centralisé sur la tactique. Et alors c'est vrai que c'est pas forcément la partie la plus grande du bouquin, mais c'est une partie que j'étais content d'écrire sur comment le talent individuel peut-il faire gagner des matchs, sachant que l'approche de cette partie-là, alors on a essayé de varier, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un peu des trucs oral history où vraiment on fait juste du verbatim avec les gens qui se répondent, une petite mise en contexte de notre part. Celle-ci, c'est un top de match, simplement voilà des exemples, je vais en citer qu'un, mais Manuel Neuer sur le Porto Schalke nous le firent à l'époque en Ligue des Champions 8e 2007-2008, où Porto est 3 fois meilleur que Schalke, mais Schalke se qualifie parce que Neuer arrête absolument tout, et je conseille aux gens de juste taper Neuer Porto sur YouTube et vous reverrez des arrêts totalement aberrants, qui est vraiment un peu le point de départ de la carrière de Manuel Neuer. Et pourquoi en fait ça m'intéresse d'en parler ? Parce que ce livre n'a pas du tout de visée un petit peu tu vois, tout par la tactique ou tout par ceci, tout par cela. On a vraiment essayé d'envisager tous les plans. Et on n'a vraiment pas négligé cet aspect. L'équipe qui gagne a régulièrement les meilleurs joueurs. Alors ça se retrouve en bonne partie dans la partie mercato, puisque forcément le mercato c'est le moment où tu fais ton équipe, et du coup un bon choix de joueurs peut totalement changer une équipe. Et c'est vrai que un ou deux mauvais choix, voilà, on va pas citer les exemples Gourcuff ou d'autres transferts qui ont un peu plombé soit une équipe, soit les comptes. Enfin voilà, où tu te dis un mauvais choix de joueur peut vraiment tirer une équipe vers le bas, et un bon choix peut vraiment faire gagner 4, 5 places, une dizaine de points, si vraiment tu trouves la perle rare. Mais mettre cette partie-là permet aussi de vraiment rester dans le réel, dans le concret, et à savoir que parfois tu peux tout bien faire sur la préparation. Alors on n'a pas forcément les coulisses par exemple de ce match Neuer, etc., les coulisses de la préparation et de Schalke et de Porto, et à la limite peu importe. Le fait est que je pense que tout sur le match indique que Porto va se qualifier. C'était une belle équipe de Porto à l'époque, hein. Et Schalke gagne parce que Schalke a un joueur qui décide du sort du match. Et je trouve bien qu'on l'ait fait, et je trouve bien de manière générale de rappeler que c'est bien de parler de tactique, c'est bien de parler d'organisation, c'est bien de parler de beaucoup de choses. La tactique, c'est aussi l'humain, c'est aussi le joueur, c'est d'abord ça, et que finalement il y a toute cette part d'imprévisibilité qu'on ne cherche surtout pas à nier, et qui ne se retrouve pas forcément dans la formulation du titre, puisque comment gagner un match de foot peut imaginer un peu une préconisation, un truc vraiment très définitif. C'est pas ça, on donne évidemment des pistes, on dit comment est-ce que les clubs cherchent à gagner, mais on n'oublie vraiment pas, on n'est vraiment pas dogmatique, on n'oublie pas que si, pour prendre un autre exemple que je cite dans les joueurs qui gagnaient des matchs tout seul, le Ronaldo époque Barcelone, Ronaldo le Brésilien, il prenait la balle et il traversait la moitié du terrain et il allait marquer, et à la limite peu importe tout le reste, le fait est que avoir le meilleur joueur sur le terrain
te permettait de gagner un match et d'avoir cette folie, cette créativité, ce côté imprévisible du foot était vraiment important et c'est un fil rouge malgré tout qui reste sur tout le bouquin, à savoir tu fais tout ce que tu peux pour réduire la part d'incertitude. Maintenant le foot se décide avant tout sur le terrain, il y a 22 joueurs et sur 22 joueurs il y en a toujours un ou deux qui peuvent tout changer et le dernier exemple, un peu moins maintenant à un moment où on enregistre, mais c'était Messi à Barcelone qui pouvait réduire à néant des plans bien plus aboutis que ceux de Barcelone. Simplement c'était le meilleur joueur sur le terrain, il décidait de gagner le match à lui tout seul, il le faisait. Néanmoins, Christophe, pour que ce talent individuel puisse faire la différence, souvent, il faut quand même réfléchir à comment le mettre dans le bon contexte de jeu. Et l'exemple de Messi peut être intéressant à ce niveau-là, justement, par rapport aux questions qui se posent sur son rôle à la fois l'animation collective du PSG et puis son placement plus précis sur le terrain à Paris. Quelle est l'approche des staffs pour y parvenir dans ce qu'on a pu mettre en avant dans la partie d'analyse, notamment, par exemple, pour justement que ces talents individuels puissent exprimer toute leur créativité, celle que tu évoquais en tout cas? Alors c'est difficile de faire une réponse courte parce que l'analyse aujourd'hui, la préparation, en fait, ça aurait été si surprenant. vraiment Là, tu justifies le tunnel à venir encore une fois. Non, justement, je te justifie le fait que je pourrais pas tout évoquer. Le fait est que ça reviendrait, si vraiment on fait la réponse in extenso, à évoquer toutes les parties du bouquin, en fait. C'est-à-dire à évoquer les séances vidéo avant les matchs, ça reviendrait à évoquer les causeries. Même le recrutement à la base pour comment associer les meilleurs profils ensemble. Le etc. recrutement, ce que nous dit Gérard Rouillet, ce que je trouve hyper intéressant, c'est juste un petit encart sur les différents types d'ego, repérer les types d'ego pour savoir comment les manager, parce que certains, en gros, certains, tu auras besoin de les bousculer, d'autres, tu auras besoin de les mettre en confiance, etc. Il faut vraiment avoir ce côté analyste, psychologique pour voilà, manager un petit peu des humains, parce que c'est quand même le truc de départ. Maintenant, si vraiment j'essaye de répondre à ta question de manière concise, il y a généralement une approche qui consiste au plus tu montes les niveaux, au plus tu peux avoir un ou deux joueurs vraiment au-dessus du lot et tu vas leur donner un peu un statut particulier. En tout cas, tu vas élargir leur cadre d'expression, là où quand tu baisses un petit peu de niveau, tu vas être beaucoup plus directif. Alors c'est pas une vérité absolue. Van Raal, par exemple, aura tendance même à très haut niveau à laisser moins de liberté à tout le monde, à vraiment enfermer les gens un petit peu dans un carcan tactique. Maintenant, c'est une idée que j'ai toujours évoquée dans Vue du banc et qui c'est pas une lubie personnelle, hein, c'est vraiment quelque chose qui se trouve même quand tu vois Nagelsmann. La différence entre Nagelsmann et Hoffenheim qui change 6 fois de système de jeu en cours de match et celui du Bayern qui ne change quasiment rien, qui est que quand t'as la meilleure équipe et les meilleurs joueurs, en gros, ils vont te gagner le match et ça sert à rien de les enfermer parce que tes consignes ne seront jamais aussi bonnes que leurs improvisations, parce que du coup, ils n'auront pas besoin de réfléchir, ça sera leur propre créativité qui fera la différence sur le terrain. Là où, quand tu baisses un petit peu, quand tu as une équipe, je sais pas, qui est 10-12e de ton championnat, tu sais très bien qu'à valeur égale, tu ne peux pas gagner, donc du coup, tu es obligé de trouver un peu des réponses, et c'est là-dessus que tu vas trouver des plans tactiques, des choses vraiment très précises, en te disant, si simplement je dis aux joueurs, fais ce que tu sais faire, le mec d'en face, si on lui dit la même chose, je vais perdre. Et donc là, du coup, il y aura un plan précis qui sera modulé en fonction de l'adversaire, des circuits de passe précis, potentiellement des repositionnements. Donc c'est aussi pour ça que parfois, ça bosse plus tactiquement chez un 14e du championnat que chez un 2e, parce que justement tu as besoin un peu de combler ce déficit et de trouver des moyens de faire un peu de diversion pour pas que tout se joue simplement sur le talent individuel. Donc est-ce que ça veut dire que selon toi, si Antonio Conte, qui est un petit peu l'un de ces entraîneurs qui pose un cadre de jeu très strict avec les fameux circuits que tu évoquais, ou même un Bielsa par exemple, mais si Conte était arrivé au PSG plutôt que Pochettino, et avait aujourd'hui Mbappé, Neymar, Messi, il adapterait lui son approche pour leur laisser cette liberté d'improvisation qui en effet suffit à dénouer suffisamment de matchs pour la justifier. Je pense que du coup on basculerait sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur la gestion des égos, parce que t'as des limites parfois physiologiques, mais t'as aussi simplement des limites motivationnelles. Maintenant, je pense, si vraiment tu me demandes mise en contexte, je pense que Conte ne changerait pas 70-80% de ce qui se passe sur la partie basse du terrain et adapterait simplement ce qui se passe dans le dernier tiers, ou déjà de base, si tu prends notamment cette dernière expérience, Lautaro Martinez, Lukaku avaient quand même une certaine liberté, simplement ils se complétaient bien, donc du coup t'avais pas besoin de dire y en a un qui décroche, l'autre qui prend la profondeur ou autre, parce que ça se faisait de manière assez instinctive entre les deux sur l'aspect complémentarité. Mais je pense que lui aurait du mal à transiger sur l'aspect sortie de balle et que ça risquerait de poser souci. Et c'est aussi
aussi pour ça que c'est même pas une passe décisive parce que c'est pas là-dessus qu'on va enchaîner, mais qu'il y a notamment une partie de choisir son entraîneur, parce que un entraîneur c'est comme un joueur, c'est-à-dire que ça peut sembler avoir parfois une valeur absolue comme une note sur FIFA ou autre, sauf que dans les faits il y a des mariages plus ou moins bons, et un club à Liverpool ça marche bien, tu mets un club ailleurs je sais pas, genre Sarri à la Juve, sur le papier ça n'a aucun sens parce que style, parce que Klopp, Klopp pas la cigarette quoi, pas Jürgen, comme Scott Parker qui est toujours, c'est l'exemple que je dis dans le bouquin, mais qui est toujours bien habillé, ultra bien sapé, façon costard, etc. Tu le mets à Auxerre après Giroud, ça n'a aucune logique. Enfin voilà, il y a aussi ce côté bien choisir l'entraîneur, qui est un peu comme bien choisir le recrutement des joueurs, qui est qu'il faut exactement savoir quel est ton projet de club et ton idée générale, parce que oui, l'idée d'un entraîneur peut ne pas se marier avec l'idée qu'ont du football les joueurs qui sont ceux qui te font gagner les matchs. On va faire appel maintenant à Raphaël l'éducateur, justement sur cette question du talent individuel qui peut faire pencher un match d'un côté ou un autre. Parce que le rôle de l'entraîneur, Raphaël, c'est évidemment de faire concorder cette somme d'intérêts individuels vers un intérêt collectif qui, idéalement, est même supérieur à cette somme d'intérêts individuels. Comment, en tant qu'entraîneur, faire s'épanouir l'individu dans ce projet collectif ? Je vais te répondre sur ce que je maîtrise, donc sur des âges un peu plus bas, entre 12 et 15 ans, avec un truc assez bateau, mais il faut quand même que tu proposes un cadre dans lequel il y a des moments de liberté, parce que sinon et j'en ai été fautif, tu vas proposer un football qui va être scolaire, qui va être bien récité, et puis une fois que tu vas arriver dans les 30-40 derniers mètres, là où les circuits ne suffisent plus, parce que tu ne sais pas comment l'adversaire va s'adapter, tu ne sais pas comment le 1 contre 1 peut être gagné ou comment le 2 contre 2 peut être joué selon les qualités de l'adversaire. C'est là qu'il faut plus de capacité d'improvisation et de créativité. Et c'est une phrase de Guardiola que j'aime beaucoup qui dit mon rôle c'est de vous amener dans les 30 derniers mètres et après c'est vous. Même si la façon dont tu amènes ton équipe dans les 30 derniers mètres joue aussi sur ce qu'ils auront à y faire. Et c'est là aussi où Guardiola est un peu, je sais pas s'il est modeste ou si c'est un peu vague ce qu'il dit, mais c'est-à-dire que comme ces équipes arrivent d'une certaine façon dans les 30 derniers mètres, souvent les joueurs ont des actions assez similaires à réaliser. À la différence peut-être d'Allegri, qui lui va avoir des idées sur comment défendre, peut-être comment sortir le ballon, mais une fois que le ballon est dans le camp adverse, il y a moins de principes visibles. D'ailleurs, Allegri qui a écrit un bouquin qui pourrait répondre au nôtre. C'est vrai, ça. Il a écrit Gagner c'est si simple. Pourquoi se poser la question alors ? Voilà. Donc si vous voulez pas acheter le nôtre, vous pouvez acheter celui d'Allegri. Christophe. Est-ce qu'il fait 528 pages aussi Non, il est beaucoup plus court, je crois. C'est si simple, oui. donc t'as pas besoin. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, ça c'est un tacle un peu gratuit pour rigoler. Mais en tant qu'éducateur, c'est d'arriver à laisser de la place pour surtout les jeunes, parce que les jeunes en plus, il faut qu'ils arrivent à développer leurs qualités. Et parfois, certains sont un peu timides, ou la place du coach est trop grande, donc ils ont peur de faire des erreurs, beaucoup plus que des grands. Les grands, une fois qu'ils sont professionnels, ils ont une certaine confiance en eux, parce qu'ils ont passé beaucoup d'étapes et beaucoup d'obstacles. Donc quand ils arrivent dans un club, et c'est parfois la difficulté pour les entraîneurs, surtout avec des grands joueurs, tu peux pas leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce qu'ils ont tellement de talent et tellement de réussite dans leur carrière qu'ils vont te répondre que qu'ils le font depuis le début de leur carrière et que ça leur a souri. Alors qu'un jeune, c'est à la fois plus facile de le faire rentrer dans un cadre, mais c'est aussi beaucoup plus facile de lui faire perdre sa créativité si tu le prends mal. Et on en est tous, je pense, un peu fautifs. Donc il faut arriver à faire respecter certaines choses tout en montrant que le droit à l'erreur existe, parce que le droit à l'erreur, c'est la place pour la créativité. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, surtout quand tu veux gagner des matchs, il faut des joueurs créatifs. C'est pour ça qu'ils coûtent si cher aussi, les joueurs qui savent dribbler. Et qu'il y en a peut-être de moins en moins, parce que le dribble même est enseigné, je pense, de façon peut-être parfois un peu scolaire, à travers des académies, des entraînements individuels. Mais voilà, c'est un grand dilemme des entraîneurs. Peut-être moins chez les pros que chez les jeunes, parce que les pros, alors en tout cas chez ceux qui sont bons, s'ils savent dribbler, ils savent dribbler, et puis à 25 ans, tu vas pas leur apprendre à dribbler. Ça va être très difficile. Entre 8, 9 et 12, 13 ans, c'est là que ça se joue. Mais on en avait parlé un peu de tout ça dans le DC du 10, je pense, au moment de la formation. Non, c'est clair. Et Philippe, alors du coup, c'est vrai que c'est un enjeu clé du management aujourd'hui, à réussir à harmoniser ses intérêts individuels avec les intérêts collectifs.
quel levier tu vois aujourd'hui pour, alors pas seulement les coachs, mais même plus largement peut-être au niveau de la politique sportive, etc. Quel levier pour y parvenir dans une époque avec des générations qu'on dit toujours plus pressées, dans la culture de l'instant, etc. Enfin, alors, bon, c'est sûrement des fois des gros clichés un petit peu généralistes, mais comment y parvenir? C'est pas forcément des clichés. Je pense que faut pas balayer ça d'un revers de la main non plus. Il y a des réalités générationnelles, culturelles qui évoluent. Ça fait partie du métier. Mais justement, en fait, je pense que c'est même pas la clé du management d'aujourd'hui. En fait, c'est la définition même du management et c'est la définition même de créer un collectif. Quand tu es manager, quel que soit ton domaine, dans une entreprise, dans un club, dans n'importe quel secteur, ton but, c'est de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est une partie sur laquelle on va revenir tout à l'heure, mais parce que c'est ta partie, Julien, mais ça se passe entre le coach et les joueurs, mais ça se passe aussi au niveau du club dans son ensemble. Le fait que tout le monde tire dans le même sens, ça veut dire que ton secrétaire de direction et ton directeur de la com et ton directeur sportif et ton coach, ils doivent tous tirer dans le même sens. Et c'est ce que vous évoquiez sur la nécessité aujourd'hui de recruter des profils qui sont les plus pertinents et qui sont les plus en adéquation avec ce besoin d'harmonie. Donc déjà, rappelons que cet enjeu, il n'est pas contemporain, il est juste d'autant plus exacerbé que le secteur du foot professionnel se complexifie. Par exemple, on pourrait montrer qu'il se complexifie à plein de niveaux, mais sur cette question des rapports entre individus et collectifs, il y a le fait qu'aujourd'hui, dans les grands clubs, tu as des effectifs qui sont de plus en plus étoffés, de plus en plus pléthoriques. Tu as des règlements qui évoluent aussi, qui vont dans le sens de ces effectifs pléthoriques. Je pense par exemple à la question des changements. Et typiquement, une problématique qui avant ne se posait peut-être pas de la même façon quand tu avais 15 joueurs et que de toute façon tu faisais tes 3 remplacements et tout le monde était mobilisé. Maintenant, quand tu as 25 joueurs et que tu en as certains qui vont jouer 10 minutes une fois tous les 6 matchs, il faut que tu réussisses à les maintenir, à les garder dans cette synergie, dans cette harmonie avec le reste du groupe. C'est valable aussi pour les joueurs qui récupèrent de blessures. Avec l'intensification des matchs, la multiplication du nombre de matchs, tu as des joueurs qui vont vraiment avoir une activité sporadique, il faut réussir à les mobiliser. Donc, on retouche à la question de la préparation mentale. Les leviers que j'identifie, vous en avez évoqué plusieurs. On avait typiquement Gérard Rouillet qui parle de la nécessité d'avoir des connaissances psychologiques des différents profils que tu as en face de toi. On a un préparateur mental qui parle un peu aussi du profilage que tu peux faire, les tests de personnalité pour savoir qui est-ce que tu as en face de toi et savoir comment tu vas t'adresser avec le bon message à la bonne personne. Tu vas pas t'adresser et tu vas pas mobiliser telle individualité de la même façon que tu vas mobiliser telle autre. Et ça veut pas dire qu'un tel aura plus ou moins d'ego que tel autre. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes leviers. Il y a eu pas mal de papiers là sur le langage de l'amour que Raphaël, qui est un grand lover, connaît peut-être. Mais grand romantique, Raphaël. Voilà, c'est un grand romantique. Il est peut-être au courant qu'il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on les aime en leur montrant de l'attention, d'autres en étant plus tactile, d'autres en étant dans l'écoute et l'empathie. Et c'est un peu pareil pour les joueurs. Tu dois réussir à leur parler en fonction de leur propre personnalité. Et après, dans les leviers, non, mais je vais m'arrêter là parce que sinon j'allais partir sur l'art de la guerre et je pense que on gardera ça pour un prochain. Une longue conférence de Philippe, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, j'étais sur la tactique des cavaliers mongols, donc je pense que là on va s'arrêter ici. Ah non, mais justement là tu as éveillé ma curiosité. Explique-nous cette tactique des cavaliers. Mais je sais pas si c'est très applicable en foot, mais j'ai appris en préparant là, en lisant ton conducteur. J'apprenais que, en gros, un petit groupe de 10 cavaliers mongols, ça s'appelle un Arban, A-R-B-A-N. En fait, grosso modo, il y a une règle. Si un des membres du groupe, par exemple, bat en retraite, les 9 autres sont exécutés. Si un des membres du groupe se fait capturer, les 9 autres sont exécutés. Si un des membres du groupe est tué, les 9 autres sont exécutés. Et je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire en football, mais il y a quand même, je pense, cette idée, et ça passe notamment par des préparateurs mentaux, que tous les joueurs, ils ont un destin commun. Il y en a certains qui vont réussir plus que d'autres, mais leur carrière, elle est indexée aussi sur les performances de leurs partenaires et leur propre performance impacte les performances de leurs partenaires. Et mine de rien, c'est aussi ça de créer un collectif, c'est que la performance du club dans son ensemble va servir les intérêts individuels. Si tu réussis à retranscrire ça, à l'expliquer aux joueurs et à leur faire comprendre,
effectivement, de manière assez triviale, tu peux espérer qu'il tire dans le bon sens. Ouais, c'est sûr. Ça fait beaucoup de choses à explorer, en tout cas, sur cette thématique-là. On va passer maintenant à la thématique justement choisie par Raphaël, qu'il avait un petit peu annoncé tout à l'heure en début de podcast, ce grand pressé, qui est un peu lié justement à cet aspect individuel, parce qu'on reste sur l'individu. Raphaël, c'est ce travail individuel effectué par les joueurs en dehors des clubs. Alors, on l'aborde dans différentes thématiques, un petit peu le côté analyse, le côté préparation physique, etc. Explique-nous pourquoi c'était un élément important à mettre en avant selon toi. Mais parce que c'est un aspect que j'ai connu et qui a été problématique, même pour moi, avec les jeunes. Parce que de plus en plus de jeunes s'entraînent à côté avec des académies qui font payer des prix parfois exorbitants. Et déjà parce que ça crée une autre vision du foot, parce que tu n'es plus dans un collectif, mais tu vas t'entraîner pour progresser individuellement. Et donc ça rend les objectifs peut-être un peu plus égoïstes. Et c'est quelque chose que... Je sais plus, je crois que c'est Claude Puel qui en parlait aussi récemment dans une interview du côté individualiste des footballeurs récemment, je sais plus, il me semble, enfin un entraîneur français, parce que les joueurs sortent d'un cadre collectif. Et alors pour les clubs professionnels ça pose question aussi, c'est-à-dire que pourquoi les joueurs y vont, et c'est pareil pour les clubs amateurs, pourquoi les joueurs ont ce besoin d'aller ailleurs, qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on pourrait faire ou qu'on devrait faire. Il y a l'exemple de Sadio Mané qui est un préparateur physique privé, qui s'occupe aussi de Riyad Mahrez, si je ne m'abuse. Je crois qu'avec Sadio Mané, ça s'est arrêté au passage à Liverpool, je crois, parce que je pense qu'à Liverpool, du coup, physiquement, ça bosse pas mal déjà sur les séances. Mais oui, c'est Fabien Richard, le préparateur physique individuel, qui fait beaucoup de joueurs d'internationaux français, africains, etc. Du côté de l'Inter, il y avait Stéphane de Vrij qui avait un préparateur tactique individuel, je pense qu'on peut en parler comme ça. Quelqu'un qui débriefait ses matchs et qui faisait l'analyse vidéo de ses rencontres en lui faisant des retours et en le questionnant sur ce qu'il aurait pu faire différemment. Je sollicite juste Christophe pour la correction de la prononciation, s'il te plaît, Christophe, du défenseur. Ah, De Vrij, pardon. Stéphane De Vrij, dans une boîte néerlandaise qui s'est lancée là-bas et qui il y a eu un papier sur eux il y a quelques années de ça. Et d'ailleurs, notre collaborateur Coparena, Ben Charrier, Tacompo, a lancé un projet similaire récemment. Donc ça montre que ça se développe beaucoup, et il y a toujours ce moment où ça risque de rentrer en conflit avec les clubs, parce que qu'est-ce que te dit ton préparateur individuel? Est-ce que son travail entre en collision avec ce qui est fait en club ou pas? Est-ce qu'il peut avoir une influence positive ou néfaste? Est-ce que le club est au courant? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que ça risque pas de créer un problème de rythme et d'effort, parce que le club a une certaine charge d'entraînement et ne sait pas si le joueur s'entraîne à l'extérieur. Certains le savent, d'autres non. On avait parlé aussi à Johan Barbet, qui lui à Brentford s'entraînait, je crois, individuellement, en plus sur les coups francs, les coups de pied arrêtés notamment. Mais c'était limite le club qui avait proposé à Johan Barbet d'utiliser les terrains pour faire ses entraînements individualisés. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais la question finale, finalement, c'est de se dire, est-ce que l'avenir d'un staff de foot, c'est pas d'avoir encore plus de membres spécialisés à disposition des joueurs? Alors ça demande du budget, mais ça coûte toujours moins cher que recruter un joueur moyen de plus, pour que le joueur qui soit dans le besoin ou dans la demande de travailler plus sur un certain domaine puisse avoir un interlocuteur au club et pas avoir besoin d'en sortir. Même si parfois en sortir, ça évite aussi que tout ce que tu fais soit transmis et relayé à l'entraîneur. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois les joueurs cherchent l'extérieur, c'est parce qu'il y a plus ce côté surveillance et ce côté merde, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je vis va remonter jusqu'à l'entraîneur, et ça peut impacter le fait que je sois titulaire ou dans le groupe le week-end suivant. Est-ce que tu peux est-ce que tu as des réponses à apporter justement aux questions que tu poses toi-même? C'est-à-dire, d'où vient ce besoin vraiment de travail supplémentaire? Genre, pourquoi les joueurs ont la sensation de peut-être de pas en faire assez en club? Est-ce que ça veut dire qu'on leur explique mal pourquoi parfois il faut y aller un peu léger, ou par vraiment l'objectif de certaines séances, et pourquoi c'est pas pris en charge plus par les clubs peut-être justement? Est-ce que les clubs, notamment les clubs qui jouent la Coupe d'Europe, ont le temps d'entraîner individuellement les joueurs? Mais est-ce que les joueurs qui jouent la Coupe d'Europe ont le temps de s'entraîner en plus en jouant tous les 3 jours? Visiblement certains arrivent à le faire en tout cas. Ouais. Alors est-ce que c'est bien sur le long terme? Je ne sais pas, mais il y a quand même cette idée de progression individuelle qui passe peut-être par la fenêtre quand les clubs enchaînent des matchs et finalement sont sur les principes de jeu et sur la préparation des matchs. C'est-à-dire que quand tu joues tous les 3 jours, la séance avant le match, c'est une séance où tu vas être vraiment tactique et sur ce que va faire l'adversaire et comment on va exploiter ses failles ou défendre ses forces. T'as un jour de repos après le match et puis finalement tu t'entraînes 2 ou 3 fois par semaine.
Donc tu as beaucoup de récup, tu peux avoir de la vidéo, mais est-ce que tu as, je sais pas, 1 heure ou 2 heures de séance avec le joueur dans la semaine pour travailler sur sa technique de finition, pour travailler sur son jeu long, pour travailler sur ses prises de balles? Je sais pas, c'est tout un travail avec lequel tu as peut-être plus de temps pendant la formation, parce que tu joues moins et parce que les joueurs ne jouent pas forcément tous les week-ends. Mais la charge d'entraînement et la charge mentale aussi fait que parfois font que parfois tu peux pas consacrer tant de temps que ça à l'entraînement individuel, et puis parfois t'es pas forcément staffé pour le faire. Même si les gars sont compétents et pourraient le faire, mais ils ont déjà d'autres missions. Faut savoir que le rythme dans le foot est quand même costaud, hein. Les mecs bossent 60 heures par semaine, parfois 70 heures, et en dehors des entraîneurs principaux sont pas tellement payés en fait. Les analystes vidéo par exemple gagnent mal leur vie, je trouve, quand on connaît les salaires des analystes vidéo. Pour la charge de travail qu'ils ont, c'est des mecs qui devraient gagner 2 ou 3 fois plus pour l'importance qu'ils ont par rapport aux recettes qui sont faites par les clubs. Mais l'argent est principalement consacré aux salaires et aux indemnités de transfert. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur comment finalement répartir ton budget pour pourquoi pas proposer aux joueurs ce travail individualisé qu'ils vont chercher ailleurs. Parce que je pense que finalement un entraîneur individuel va beaucoup mieux gagner sa vie qu'un analyste vidéo qui bosse autant pour son club. Comment mieux entourer finalement le joueur dans tous les domaines, parce que maintenant les joueurs de haut niveau deviennent pratiquement des chefs d'une petite entreprise de performance, hein, avec préparateur physique individuel, parfois un analyste tactique, on l'a dit, on commence à voir des spécialistes data aussi. Ça va être utilisé notamment par Kevin De Bruyne dans ses négociations de contrat de prolongation avec Manchester City. On a des nutritionnistes, des cuisiniers particuliers, en plus donc de ce qu'ils ont déjà à disposition en club, ce qui n'empêche pas non plus tout ça d'avoir des abus à côté et de pas toujours être très discipliné en termes de discipline de vie, justement, pour certains joueurs. On peut pas forcément toujours leur jeter la pierre, mais bref. Comment tu juges cette évolution, Raphaël, de ces joueurs vraiment qui s'entourent totalement? Qu'est-ce que ça peut déboucher dans le futur quel impact ça peut avoir sur les joueurs? On a eu un cas en NBA il y a quelques années, et là je parle sous le contrôle de Christophe Kuchli, de Kawhi Leonard, qui ne voulait pas être soigné par les médecins des Spurs, il me semble. Ouais, ce qui est un truc qui arrive parfois en foot où les mecs vont dans leur clinique à Barcelone ou vont chez Aspetar au Qatar, etc. Je pense que c'est ça la difficulté, c'est savoir à quel moment tu vas te mettre en galère avec ton club, et à quel moment ton club peut te dire bah non, tu fais selon nos méthodes, sinon tu ne fais pas. Et je pense que ça c'est l'énorme souci pour les clubs. Et les joueurs maintenant sont en effet dans la recherche aussi individuelle de performance, ils vont s'équiper. On peut parler de Marcos Llorente qui a un lit à 35 000 euros et qui a un régime digne du paléolithique, mais il y a, dans les joueurs en tout cas ambitieux et qui se prennent en charge, il y a cette idée que les clubs ne font pas assez, et comment moi je vais faire sur le plan personnel pour finalement gagner ma place soit dans ce club, soit pour aller plus haut. Et ça c'est quand même je pense un enjeu majeur pour les années à venir, de voir comment la relation club et intervenant extérieur va se dérouler. Est-ce que des clubs vont créer des partenariats avec certains mecs extérieurs, comme après on peut penser à, j'ai oublié son nom, c'est dommage, à Serge Costa, qui vient de l'extérieur et qui finalement a été intégré dans des clubs. Ça c'est un exemple qui peut se reproduire, je pense, dans les années à venir. Justement, Christophe, c'est là où je voulais en venir. C'est certes, en effet, il y a une demande des joueurs qui les mène à solliciter des préparateurs extérieurs. On voit aussi quand même, dans le sillage des clubs anglais qui maintenant ont pratiquement tous un responsable du développement individuel, que les clubs, en France aussi, ont pris conscience de l'importance de mettre l'accent sur ce développement individuel des joueurs, parce que comment on crée de la valeur économique et sportive aussi, certes, mais en partie économique pour les clubs français, pour lesquels c'est parfois une question de survie. On crée de la valeur en effet en vendant des joueurs, mais aussi en achetant des joueurs qui peut-être sont sous-estimés par rapport à ce qu'ils valent vraiment, mais aussi en développant leur talent. Et on voit des clubs comme Reims, par exemple, qui met beaucoup de moyens sur son groupe Pro 2, dont sont issus, par exemple, les Boulaïdia, les Bilal Touré, également Nathaniel Mboukou. Aussi, exactement. Voilà, c'est le groupe de l'équipe réserve, en quelque sorte. C'est un groupe restreint sur lequel il y a autant de moyens presque de staff que dans le groupe pro. Qu'est-ce que ça dit, ça, maintenant aussi, justement, de l'approche que les clubs vont avoir du développement individuel des joueurs, peut-être là, dans les prochaines années? En fait, le truc, c'est que quand tu vois les résultats qu'ont eu les pionniers dans ces méthodes, c'est-à-dire les premiers, alors ça a été fait à d'autres endroits, hein, mais vraiment l'exemple absolu un peu de tout ça, c'est un groupe Red Bull, et notamment ce qui a été fait à Salzbourg,
où vraiment les jeunes du centre de formation étaient déjà entourés de pas mal d'analystes qui les prenaient à part pour leur dire un petit peu comment ils devaient à la fois se comporter au sein du modèle de jeu, parce que le modèle de jeu étant très précis, du coup tu peux bosser sur l'individu, mais dans un cadre tactique immuable sur toute sa formation jusqu'au passage chez les pros, et puis aussi de ce que eux peuvent apporter, voilà, quelles sont les qualités propres qu'ils peuvent développer, qui peut leur permettre ensuite d'être des bons, voire des très bons joueurs au haut niveau. Et quand tu vois en gros la trajectoire de pas mal de joueurs passés par Salzbourg, qui je pense ont vraiment maximisé leur talent. Typiquement, on va pas s'amuser à tous les citer, hein, mais les Schlager, etc., je suis pas persuadé que s'ils n'ont pas cette formation, ils se retrouvent au niveau auquel ils sont aujourd'hui. C'est pas forcément des superstars mondiales, hein, mais globalement, t'as finalement assez peu de pertes, je trouve, et rien que le fait que Salzbourg ait pu gagner la Youth League il y a quelques années, en mettant, au-delà de la victoire finale, en mettant quelques danses, je me souviens d'un match face au PSG où ils peuvent gagner 8-0, franchement, ils mettaient des branlées à quasiment tout le monde, et là-dessus, tu dis, ah oui, ok, mettre assez tôt des moyens sur le joueur pour dire ça demande effectivement ça demande un investissement qui est quand même assez important, mais pour dire ce mec-là a une valeur brute et le seul moyen qu'il atteigne son plafond, c'est vraiment de mettre les moyens, en gros, de faire tout pour qu'il développe toute son intelligence tactique. C'est quelque chose qui est infusé et que tu vois. En fait, moi, ce qui me pose souci, enfin, philosophiquement, je sais très bien qu'en pratique, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand des joueurs vont, notamment en Allemagne, parce qu'en Allemagne, les clubs sont assez staffés, sont assez conscients de tout ça, quand ils te disent, ah oui, j'ai développé de nouvelles stratégies, j'ai compris de nouvelles choses, etc. Je suis mieux encadré, je suis mieux suivi, ça veut dire que du coup, il y avait des manques qui ont été comblés, et donc du coup le club précédent n'a pas forcément tout bien fait pour maximiser la valeur du joueur, à la fois valeur sportive, ce qui est quand même le point de départ le plus important, parce que si le joueur est très bon, il va te permettre de gagner des matchs, mais aussi valeur financière. L'un des exemples que j'ai, alors il y en a des milliers, je sais pas pourquoi je prends celui-là plus qu'un autre, mais typiquement tu dis, si Guingamp fait peut-être plus de choses autour de Marcus Thuram, peut-être que le club est toujours en Ligue 1, même si évidemment Thuram seul n'aurait pas forcément pu te permettre de te maintenir, et peut-être que tu te fais 2 fois plus d'argent sur lui, parce que le joueur qui se retrouve sur les terrains à Mönchengladbach au bout de 4 mois, et celui qui était là à Guingamp, tu te dis, il a appris beaucoup de nouvelles choses qui n'étaient pas explorées. Et c'est vrai que dans un monde footballistique où, ok, le sportif est important, mais pour pas mal de clubs, c'est simplement de se maintenir dans la division maximale, quoi, en élite, pour toucher les droits télé, mais où sinon la création de richesse et la pérennité se fera sur les ventes. Le meilleur moyen de te faire de l'argent, c'est de réussir à faire que le joueur que tu as acheté 10 millions, tu puisses développer des qualités qui feront qu'il en vaudra 30. Et il y a plein d'exemples comme ça. Enfin, tu vois, la vente de Rafinha par Rennes au prix d'achat, quand tu vois Rafinha en première ligue à Leeds, qui maintenant est titulaire en sélection, tu te dis qu'il y a peut-être eu un souci d'accompagnement, peut-être qu'il y a eu des soucis d'entraîneur aussi, j'en sais rien, enfin, dans le fait que toutes ces qualités n'ont pas pu être exploitées par la façon dont il était aligné, mais c'est clair que c'est tout simple, hein, mais si t'entraînes bien ton joueur et que tu fais en sorte qu'il soit meilleur qu'il n'est, tu peux avoir des gains qui sont vraiment énormes, et c'est pour ça que moi je suis toujours sur l'idée que le principal apport et la principale chose qu'il faut faire en ce moment, c'est de se staffer au maximum, pas prendre 80 personnes pour prendre 80 personnes, mais si, je dis n'importe quoi parce que c'est même pas forcément les salaires, mais si ça te coûte 4000 balles par mois de prendre un gars pour te faire une analyse vidéo de, je sais pas, de 2-3 joueurs, vraiment, genre le mec se focalise juste sur les attaquants, mais que t'en as certains qui passent un cap, honnêtement, ton salaire, il va être 1000 fois remboursé, parce que ça peut être une prise de valeur de 1, 2, 3, 5, voire 10 millions sur un seul joueur qui aura pu développer des qualités propres. Ouais, surtout en mettant ça en balance avec l'idée de recruter un joueur de plus qui, voilà, on espère, ferait la différence, mais qui est payé évidemment beaucoup plus cher et qui parfois ne donne pas tout de sa pleine mesure à cause d'un contexte pas forcément adapté. Philippe, justement, avec tout ce qu'on évoque de ces joueurs qui se staffent, avec aussi les clubs qui essaient de mettre l'accent sur le développement individuel, est-ce que tu penses qu'on est sur la voie de ce qu'on pourrait appeler des super footballeurs en quelque sorte, c'est-à-dire des joueurs ultra préparés dans tous les domaines, ultra disciplinés aussi dans tous les domaines, ou est-ce qu'on peut encore se dire, avec un petit côté un peu romantique, que les failles et la richesse de l'être humain vont éviter cette uniformisation en quelque sorte des profils ? C'est marrant parce que, tu vois, j'appellerais pas ça une vision romantique. En vrai, à mes yeux, c'est presque même une vision très pragmatique et très réaliste des choses, à savoir que
l'humain est fucked up et que quoi qu'il arrive, tu peux pas avoir ce fantasme qui ressort souvent que les footballeurs seraient à l'avenir des super robots entre guillemets. Enfin, tu vois, j'ai écouté un Twitter Space hier soir sur ce sujet auquel participait un très bel homme qui porte le nom de Christophe Kuchli et qui a dit des choses très intéressantes. Et pas mal de gens, d'éducateurs, de joueurs, de suiveurs du foot, évoquaient un peu à leurs yeux ce risque d'une uniformisation tactique, le côté scientifique qui ferait perdre l'humain. Et en l'occurrence, Christophe a rappelé que non, en fait, la tactique, c'est de l'humain et l'humain, il rentre toujours en jeu. Et du coup, à cette espèce de fantasme de super footballeur, j'ai envie de te dire que tout simplement, il y a de l'humain qui rentre en jeu dans sa dans sa forme la plus triviale. Je vais prendre un exemple parce que souvent on imagine que la dimension humaine, ça va être par exemple le joueur qui fait une erreur sur le terrain ou qui est mal placé ou qui ne rentre pas à l'intérieur pour couvrir l'attaquant adverse alors qu'il aurait dû. Ça, oui, c'est de l'humain. Et ça fait que tu n'auras jamais un super footballeur qui sera un robot parfait et programmé de manière quasi algorithmique. Même s'il est super entraîné, voire dopé de manière avec les neurosciences. Et ben justement, moi là où je vois deux bémols, c'est que d'une part, l'humain, il peut intervenir à d'autres niveaux. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la nécessité au sein d'un club de faire intervenir un peu tout le monde et de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Il suffit que tu peux avoir la meilleure cellule d'analyse tactique du monde et la meilleure cellule de dopage ou de préparation physique, etc. Il suffit que tu aies un coach qui soit une tête de con et qui ne veut pas tenir compte de cette cellule pour que de toute façon, tu puisses pas avoir ce super footballeur totalement préparé. Et ça, je pense qu'on a tendance à oublier que ça reste des organisations assez complexes, et ça fera la transition peut-être avec des parties que tu as pu écrire, Julien, mais dans ces organisations, il y a plein de frictions, il y a plein de têtes de cons, il y a plein de gens qui veulent pas tirer dans le même sens, qui ont des intérêts individuels pour X et Y raisons. Et déjà, ça peut... d'ego, tout simplement, ouais. Ouais, et puis voilà, tout simplement de l'ego, tout simplement de la bêtise, tout simplement des gens qui sont là alors qu'ils devaient pas être là, mais qu'on a mis à ce poste et qu'ils font de la merde, ça existe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des bonnes pratiques et que là, on est quand même dans l'expérimentation sur pas mal de sujets. Dans la partie de Christophe, il parle par exemple de à quel point on est en train de remettre en cause des préceptes sur la nutrition ou sur la préparation physique en général, qui étaient pourtant ce qu'on considérait comme des évidences il y a encore 10 ans ou 15 ans. Et je pense qu'il y a pas mal de sujets dont on parle aujourd'hui sur lesquels, dans 10, 15 ans, 20 ans, on reviendra en arrière en se disant c'était peut-être pas la meilleure manière de faire. Il y a plein de sujets, par exemple sur la préparation mentale, dans lesquels on est encore dans le tâtonnement. Donc de toute façon, ça nous préserve entre guillemets du super footballeur parce que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on se dira peut-être il y avait d'autres méthodes qui pouvaient être meilleures et aller encore plus dans la performance. Par contre, ce qu'on peut voir, et c'est un peu ce qu'on a ressenti au fil des parties, c'est que il y a quand même des sujets sur lesquels la connaissance se stabilise un peu et sur lesquels on est en train d'arriver à une forme de plafond de verre. C'est un peu comme le fait que un coureur de 100 mètres, il y a un moment, il ne pourra pas courir éternellement plus vite, ou alors ça va se traduire en millième, je ne sais pas comment on appelle les chiffres qui vont après la virgule au-dessus d'un certain chiffre, mais on ne pourra pas aller toujours plus vite. Il y a une barrière qui existe quand même physique à la capacité d'un athlète de courir toujours plus vite. Et de la même façon, il y a une capacité qui existe à la manière dont un athlète va comprendre les consignes, dont il va se nourrir plus ou moins bien, etc., etc. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quel domaine demain on va pouvoir aller continuer à chercher des leviers de performance. Je pense par exemple à la question hormonale, et vous parliez de dopage, mais c'est pas forcément dans le dopage. Il y a tout un aspect hormonal sur la préparation physique et mentale qui va être intéressante à observer. Et il y aura peut-être d'autres domaines que là, on n'a même pas imaginé, mais qui apparaîtront demain et qui seront justement des nouveaux terrains de performance. Ce qui fait que, comme on continuera à toujours expérimenter, il y aura toujours des problèmes humains, il y aura toujours du tâtonnement, il y aura toujours des bonnes et des mauvaises pratiques qui seront émergentes. Et donc, à mon avis, on n'aura pas ce super footballeur. On sera toujours dans une espèce de quête permanente vers l'innovation et la performance. C'est une course à l'armement qui ne s'arrête jamais. Et en un sens, c'est ça aussi qui est passionnant à observer. Sinon, si on se disait que dans 10 ans, il y aura un super footballeur et que
c'est même pas du romantisme, c'est plus que ça ne servirait peut-être plus à rien de regarder et on ne s'intéresserait pas à ce sujet. Je pense que si on a écrit ce bouquin, c'est aussi pour témoigner du fait qu'il y a des choses qui changent et que des choses continuent à changer. Et le livre, en fait, c'est même annoncé dès le début du livre. Il y a plein de choses qui sont dites dans le livre qui seront peut-être fausses dans quelques années. Et c'est pas grave parce que c'est un témoignage de son époque et pas. Et justement, c'est parce que l'innovation continue que c'est d'autant plus intéressant à observer. On est sur un témoignage un peu, enfin sur une photographie à un instant T finalement, en témoignant en effet de ces évolutions et de ces avancées, mais en ne présageant pas totalement non plus de ce que sera l'avenir, parce que en effet c'est lié aussi aux avancées scientifiques et technologiques, et c'est un petit peu la méthode scientifique finalement une hypothèse qui est valide jusqu'à ce qu'elle soit démentie, et c'est peut-être un petit peu la question aussi sur ces notions de performance en effet. De mon côté, j'ai été très intéressé par le côté méthodologique, justement, dans la politique sportive d'un club, et donc dans plusieurs domaines. Alors je vais développer un petit peu, mais je ferai appel aussi à vos avis sur les différentes questions. Il y a eu la manière d'abord dont les clubs cherchent à entretenir leur culture propre, c'est-à-dire à se positionner clairement sur ce qui les distingue des autres en termes d'identité, c'est la thématique de la culture club. Et donc, comment construire une politique sportive à partir de cette identité. Et le meilleur exemple, Christophe l'a un petit peu cité, c'est le groupe Red Bull, qui à partir de ce que représente sa marque de boisson énergétique a construit un projet de jeu basé sur l'intensité, la vitesse, et ça a des répercussions vraiment dans tous les domaines sportifs, parce que ça implique une préparation physique particulière, parce que ça guide aussi les principes de recrutement, parce que tous les entraîneurs Red Bull sont formés à ce modèle de jeu, jusque dans les équipes de jeunes, pour avoir une vraie uniformité au niveau des principes, même si chaque coach a quand même une part de liberté pour poser sa patte. On a vu Nagelsmann qui a mis un peu plus de recherche de possession, par exemple, par rapport à ses prédécesseurs. Et donc les critères de recrutement très précis, je le disais, qui sont ciblés sur des jeunes joueurs à potentiel, parce que c'est Gérard Houllier qui le disait, il y a plus l'idée de développer des champions que d'en acheter, tout simplement. Et puis tout ça aussi est mis en musique par cette logique de groupe assez cohérente et rationnelle. Alors après on peut poser la question de l'éthique ou pas, mais c'est cette idée de filiation entre Liefering, Salzbourg et Leipzig par exemple, pour optimiser la progression des jeunes au niveau de compétition le plus adapté pour eux. C'était Ralf Rangnick qui disait que les analystes du groupe Red Bull avaient étudié tous les profils et les parcours des joueurs qui avaient fait des finales de Ligue des Champions et qui avaient observé qu'à l'âge de 17 ans, ils jouaient déjà tous pratiquement, en tout cas 80%, au niveau senior, dans le foot senior, et donc ils avaient été confrontés très très tôt à cette adversité du foot senior, plutôt que de rester encore quelques années de plus dans les catégories de jeunes. Et donc ça guide leur politique, avec Liefering notamment, qui est en 2e division autrichienne, pour vite mettre ces jeunes pousses dans un domaine de compétitivité, finalement dans un contexte compétitif, face à des adultes, face au foot d'adultes, pour accélérer leur progression, toujours les challenger. Et c'est vraiment réfléchi à ce niveau-là. Bref, on a ces meilleurs projets sportifs aujourd'hui qui sont les plus cohérents, en se construisant à partir d'une identité de valeurs qui imprègne tout le club et qui guide les décisions dans tous les secteurs. Et Raphaël, on le voit aussi très bien à Liverpool, on a mentionné plusieurs fois les Reds dans ce podcast pour l'instant, mais à Liverpool, Jürgen Klopp, le manager, incarne parfaitement les valeurs du club justement, et il est peut-être aussi le plus à même, dans le monde du foot en tout cas, de les cultiver au quotidien. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi par hasard, d'ailleurs. Enfin qu'il a choisi tout court, parce qu'il a eu d'autres propositions, notamment de United, il y en a eu du Real et du Bayern aussi, et peut-être que ça correspondait moins à l'image déjà qu'il avait de lui-même et au projet qu'il a envie de défendre. Et finalement, passer de Dortmund à Liverpool avait une certaine logique, parce que tu étais historiquement chez des clubs qui étaient un peu plus en difficulté au moment où il les prend, parce que Dortmund a un creux terrible dans les années 2000, puis passe avec Klopp, et Liverpool était en grande difficulté, n'avait pas gagné un titre en Première Ligue depuis 30 ans jusqu'à ce que Klopp arrive. Donc il y a cette idée-là, et puis il y a le côté humain aussi. Jürgen Klopp est assez clairement dans ses déclarations et sa façon de voir le monde, je sais pas, de gauche, mais en tout cas humaniste, et Liverpool s'est toujours réclamé de cet héritage de la gauche ouvrière en Angleterre, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui collait dans la volonté de faire les efforts dans la relation avec les supporters, où c'est lui qui a essayé de relancer un peu l'énergie à Anfield, et à la fois en montrant aux supporters que les joueurs étaient là pour eux, mais aussi en demandant aux supporters, il l'a dit lors des premiers matchs quand Liverpool avait encore du mal à gagner, en demandant aux supporters de rester jusqu'à la fin des matchs et d'encourager même quand le résultat n'était pas favorable. Mais c'est vrai que les supporters s'étaient lassés des résultats difficiles lors de la dernière saison de Brendan Rodgers. Donc il y a cette correspondance-là, et puis il y a aussi, par rapport à ce qui était en place à Liverpool, et là je parle vraiment de la partie data, recrutement et sportive, l'acceptation par Klopp de ces méthodes-là.
ce qui n'était pas le cas de Brendan Rodgers, qui lui refusait les suggestions du département d'analyse et de recrutement et qui préférait cibler des joueurs qu'il connaissait déjà ou dont on lui parlait, ce qui a mené à du Benteke, à du Balotelli, à du Borini, enfin, des joueurs qui ont pas forcément fonctionné. Et l'époque où Liverpool va prendre Mohamed Salah, le premier choix de Klopp et Julian Brandt, qui joue aujourd'hui à Dortmund d'ailleurs, et c'est le directeur du département, Michael Edwards, qui d'ailleurs va partir là, au moment où on enregistre, qui insiste pour que Liverpool prenne Salah et qui arrive à convaincre Klopp, mais encore faut-il être prêt à écouter ce que disent les autres, et c'est ce que disait un peu Philippe. Et dans le documentaire, autre exemple, dans le documentaire Amazon sur Tottenham, All or Nothing sur la saison avec José Mourinho, on voit bien qu'entre le service médical et José Mourinho, il y a pas vraiment d'entente, parce qu'il y a des recommandations. Alors qu'il est tout gentil, le médecin-chef, et il sourit tout le temps quand il annonce les mauvaises nouvelles. Il donne des recommandations et Mourinho les suit pas du tout et en gros dit vous bossez mal ou vous savez pas de quoi vous parlez. Donc il y a ce souci-là et je pense que Klopp a réussi à faire adhérer tout le monde autour de lui à Liverpool justement grâce à ce côté humain, ce côté où il valorise l'opinion des autres, où il s'appuie sur des hommes de confiance. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une qualité de leader et de manager qui est aujourd'hui peut-être encore plus recherchée, parce que maintenant Liverpool, la partie technique, la partie principe de jeu, est surtout gérée au quotidien par son adjoint Pep Linders, qui d'ailleurs est celui ciblé par les dirigeants pour prendre la succession de Klopp quand il partira en théorie en 2024. Alors après, il faudra savoir par contre si lui a la capacité à incarner le rôle comme Klopp l'a fait, ou si ça doit être partagé entre Linders qui sera le coach et peut-être un directeur sportif charismatique ou d'autres personnes ou des joueurs qui prendront le relais ou un adjoint qui s'occupera de ça en interne, ou alors si c'est Gerrard qui arrive et sauf que Linders reste là, mais c'est un truc un peu plus difficile quand les égos peuvent s'entrechoquer, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas à Liverpool, que ce soit dans l'effectif ou dans les dirigeants, et c'est peut-être aussi ce qui a fait leur succès depuis quelques années. Ouais, Klopp qui incarne à la fois Liverpool sur le côté jeu avec cette notion d'intensité qui parle, qui résonne chez ses supporters, et puis aussi voilà, le côté populaire du club. Lui, sa personnalité aussi assez simple. Il regroupe vraiment toutes les caractéristiques finalement de Liverpool en une seule personne, à la fois sportivement mais aussi en termes humains en quelque sorte. Ce que j'aimais aussi, c'était décortiquer les différentes méthodes de recrutement. On a vu celle de Monchi à Séville dans le livre, qui est particulièrement encadré. Il y a des zones géographiques prioritaires, il y a différentes étapes dans l'année pour filtrer les joueurs au fur et à mesure, et ça souligne finalement l'importance du travail minutieux de scouting pour anticiper. Et je crois que c'est le mot-clé de cette partie de recrutement, l'anticipation, la planification, dont beaucoup de clubs français manquent parfois cruellement. On voit certains clubs qui se reposent encore beaucoup sur des réseaux d'agents pour dénicher des joueurs. Là aussi, parfois par faute de moyens. Alors après, c'est aussi une question de philosophie, de politique sportive, en quelque sorte. Et puis il y a aussi toutes les méthodologies d'analyse du jeu qui étaient intéressantes à explorer, avec le mariage entre le travail vidéo et la data. Comment les staffs préparent les matchs sur le plan stratégique, comment ils les analysent a posteriori, avec cette idée de façon qui ressort de tous les départements de la performance. C'est l'idée de générer de l'information, la transformer en savoir et guider la prise de décision pour aller vers des prises de décision optimales dans tous les domaines possibles. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, le côté analyse, notamment l'analyse vidéo aussi. C'est ça qu'on voit, les clubs français commencent à se staffer, même s'ils ont encore pas mal de choses à faire, notamment quand on voit la comparaison avec les plus grands clubs européens en termes de moyens mobilisés. C'est encore souvent vu comme un coût plutôt qu'un investissement. Et Christophe, d'ailleurs, tu as participé dernièrement à un débat sur l'analyse tactique sur Twitter, qui est diversement apprécié par le grand public. L'analyse tactique, qui peut être en effet parfois vue comme un peu aride, où on lui prête parfois la prétention de vouloir résumer le jeu à ses éléments stratégiques et à une partie d'échec, en quelque sorte. Mais il faut bien se rendre compte finalement, alors tu l'as fait tout à l'heure, que le côté humain en effet est encore extrêmement important et pris en compte, mais que dans la préparation des matchs, les staffs vont extrêmement loin dans le niveau de détail de leur plan stratégique. On va sur des inclinaisons, parfois sur des orientations de corps sur certaines zones, sur des ajustements de hauteur à quelques mètres près. On va extrêmement loin, et c'est pour ça aussi que ça nous pousse à aller vraiment dans des choses minutieuses qui peuvent paraître un peu anecdotiques parfois de l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que autant je peux entendre le côté, votre analyse est biaisée et mauvaise, parce que vous n'avez pas forcément toutes les consignes du staff, c'est pas dans l'absolu. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont analysables objectivement. Si une équipe essaie de presser et que le pressing n'est pas bien fait et que tu as 1 milliard de référentiels que tu as déjà vu pour comparer, je veux dire, il y a des choses tangibles que tu peux observer. Maintenant, c'est vrai que tu peux faire des fois des analyses, dire, tiens, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pressé, enfin, c'est pas logique, voilà. Alors qu'en fait, c'était un plan qui était défini en amont. Donc, c'est vrai que l'analyse tactique a ses biais, a ses limites, même sur certaines attitudes de joueurs où tu vas t'étonner pourquoi est-ce qu'ils montent pas, pourquoi est-ce
est-ce qu'il redescend, pourquoi est-ce qu'il recentre, alors qu'au final ça peut être des consignes très précises, parfois même sectorisées, enfin voilà, définies de manière très temporelle, soit quand tu mènes tu fais ça, et puis dès que l'adversaire revient ou dès qu'on est devant, enfin on change l'attitude, ou alors sur le premier quart d'heure tu fais ça et puis ensuite tu redescends, enfin il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas vraiment voilà, analyser, qu'on peut pas maîtriser quand on est de l'extérieur, mais ce par contre qui n'est pas audible à mes yeux et qui, enfin voilà, c'est prouvé dans le bouquin, enfin dont on discute quand même avec beaucoup de gens, même en dehors de ce livre, du milieu professionnel, donc on sait comment ça se passe, c'est les gens qui te disent vous surinterprétez. Ou alors, et c'est un peu la suite, parce que finalement c'est aussi l'une des choses qui est permise par la tactique et qui permet d'aller plus loin. Et les deux choses se répondent, qui est l'aspect data, tu vois. C'est-à-dire que, sincèrement, alors c'est pas forcément un sujet ultra développé dans le bouquin, mais je vois des gens qui se prétendent spécialistes du foot, etc., qui te disent, vos expected goals, machin, ou vos stats avancées, c'est des trucs enfin voilà, de nerds qui regardent pas de foot, qui sont devant leur ordi et tout. À partir du moment où on dit ça, sincèrement, on ne comprend pas le football. Je vais être très clair. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs y sont sensibles. Ça ne veut pas dire même que tous les staffs des clubs de haut niveau, pas forcément de très haut niveau, parce que normalement, très haut niveau, tout le monde y est sensible, mais que tous les clubs de Ligue 1, par exemple, vont forcément étudier tous leurs expected goals, etc. Maintenant, si des gens, mais je sais même pas s'il y en a chez nos auditeurs, hein, mais il y a vraiment des gens qui sont sincèrement persuadés que, oui, bon, la tactique, voilà, on met les meilleurs joueurs, et puis basta. Et puis les stats, bon, c'est des trucs pour les gens qui se font chier, qui regardent pas de foot. Sincèrement, ils n'ont pas idée du degré d'investissement des staffs sur certains détails micro-tactiques, sur certaines valeurs statistiques. Il y a des analystes, tu vas les voir et directement ils font ah bah machin, on le met à tel endroit parce que quand il est je sais pas milieu gauche demi-espace, il est à 0,7 XA par 90 minutes. Ça veut pas dire que c'est forcément un truc qui va être décisif, mais c'est pour dire que dans le foot de très haut niveau aujourd'hui, tu le disais, il y a des référentiels de prise d'infos, des référentiels de positionnement qui sont quasiment au centimètre. C'était déjà le cas à l'époque de Saki sur le bloc équipe, donc les gens peuvent bien imaginer que 30 piges plus tard, les choses se sont développées pour s'adapter à pas mal de situations de jeu, pas mal de compensations, pas mal de référentiels. Le moindre petit signe du doigt sur un coup de pied arrêté, ça peut déclencher pas mal de choses. Et puis sur la data, qui encore une fois, c'est pas forcément le sens de ta question, mais ça peut permettre des choses aussi. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte qu'une équipe, en étudiant les chiffres, en étudiant les vidéos de l'adversaire, est sensible à la pression quand on fait, je sais pas, quand on met plus de X pression par rapport à son pourcentage de possession, quand elle est pressée plus d'une fois toutes les 50 secondes, enfin, je dis absolument n'importe quoi, mais c'est pour dire, et que elle a un peu du mal à tenir la distance, et que tel joueur, lui, va casser des lignes sous pression, mais pas l'autre, sont des données vraiment objectives qui peuvent conditionner des plans de jeu. Et honnêtement, l'analyse qu'on peut avoir dans Vue du banc, mais qui peut y avoir chez d'autres personnes sur des vidéos, etc., on n'a pas forcément toujours raison, mais on n'ira jamais plus loin que ce qui est pensé par les clubs de très haut niveau, parce que imagine des variables tellement poussées que de l'extérieur t'as même pas les logiciels et tout pour tout comprendre, ce qui veut pas dire que ça se retrouve sur le terrain, mais du coup eux essayent quand même d'avoir un truc assez abouti en se disant bon, si les mecs font 40, 60, 50%, 30%, voilà, ils feront mieux, on va pas non plus les submerger d'informations, mais il y a des staffs d'analystes vidéo, de data analystes, parfois t'as 8 personnes qui vont faire des choses, et ça sera d'une complexité qui dépasse le jeu d'échecs que tu fais, qu'on fait nous deux, Julien, quand on joue l'un contre l'autre sur nos petites parties. C'est vrai. Et il y a même des clubs du coup qui créent leurs propres indicateurs de performance, justement pour aller plus loin que ce qui peut leur être mis à disposition par les plateformes. C'était Franquès qui vous l'avait exposé dans un entretien, dans le projet de jeu sur Coparena, avec vraiment des indicateurs de performance pour aller au-delà vraiment du résultat, et pouvoir aller un peu plus loin sur comprendre si ça s'est bien passé ou pas bien passé sur le terrain. Raphaël, on voit aussi l'analyse vidéo notamment commencer de plus en plus tôt dans les clubs, avec des jeunes joueurs qui sont sensibilisés très vite. Est-ce que toi, avec tes U13 par exemple, t'en fais un petit peu? Est-ce que tu sens ces générations-là très réceptives à cet aspect-là? Ouais, on en a fait de l'analyse vidéo avec les jeunes. On a montré notamment les exemples de ce qu'on aurait aimé voir et de ce qu'on aimerait voir sur le terrain. On a filmé des matchs. On doit maintenant faire le retour parce qu'il faut trouver le temps et le lieu en fait pour faire ces retours-là. Et les clubs amateurs n'ont pas forcément les installations pour faire tout ça, même si le Red Star est un club pro, mais dans les structures chez les jeunes, on a pour l'instant sur des installations qui sont en travaux, donc on loue des lieux parfois pour réunir les garçons.
Mais l'idée, c'est de les prendre individuellement avec les extraits de ce qu'ils ont fait en match et de les questionner là-dessus pour qu'ils réfléchissent à leurs choix et à ce qu'ils peuvent améliorer dans leur jeu. En début de saison, on a fait une préparation d'un match en montrant les principes de jeu que nous on recherchait, en partant de nos séances et en montrant des extraits des matchs professionnels pour qu'ils aient en tête en fait ce qui est attendu et ce qui est possible. Parce qu'il faut qu'ils sachent ce qui peut être fait sur un terrain de foot. Et je les trouve très très réceptifs parce que c'est une génération qui marche beaucoup à l'image, qui lit beaucoup moins qu'avant, et du coup leur donner je pense des choses écrites ou de ne faire que parler, ça risquerait de les lasser ou de ne pas les toucher. Et pour le coup, la vidéo, comme c'est quelque chose qu'ils découvrent à cet âge-là, ça les a vraiment bien marqués. Après, on sait que dans les clubs professionnels, ça bosse beaucoup là-dessus, et il y a des clubs dont notamment Lorient, dont on a questionné le directeur du centre de formation Régis Lebris, qui invitent les joueurs à faire eux-mêmes les montages, à revoir leurs matchs et à découper les matchs selon ce que eux ils ont remarqué. Et de l'autre côté, le staff fait un peu la même chose, et en gros dans le staff, chaque membre du staff s'occupe de 5-6 joueurs sur le plan individuel à travers l'analyse vidéo. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est obligatoire et qui, je pense, apporte beaucoup, même chez les très jeunes où finalement ils sont encore tout frais et tu peux faire émerger des comportements assez rapidement. Bon, beaucoup de choses à dire en tout cas sur cette partie analyse vidéo. On va finir par un dernier tour de table sur ce qu'on retient chacun de ce livre. Raphaël, qu'est-ce que tu retiens de Comment gagner un match de foot ? Qu'est-ce que je retiens de Comment gagner un match de foot ? Que c'est bientôt Noël et que j'espère que le maximum de gens vont l'acheter. Non, qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a tous des choses à apprendre et des choses à lire. Il y a encore beaucoup de métiers qui, je pense, peuvent être créés dans le foot à partir des observations qu'on a faites et que d'autres gens ont fait avant nous, je pense, mais qu'on a réunies, qu'on a développées, qu'on a approfondies, qu'on a mis sur papier dans ce bouquin qui, je pense, peut apporter pas mal de choses à pas mal de gens. Philippe, qu'est-ce que tu retiens de Comment gagner un match de foot ? Moi, je retiens, ça va être très perso, mais je retiens une méthodologie de travail personnel parce que, et en fait, ça fait écho à ce qui a été dit par Christophe au tout début du podcast. On a tellement eu d'informations que je pense que c'est pour la première fois dans ma vie, j'ai dû faire un plan structuré avec tous les verbatim que je voulais utiliser, toutes les idées que je voulais mobiliser. Et c'était d'une densité folle. Et c'est ça que je retiens, c'est qu'en fait, le fait que ça m'ait obligé à même moi-même être plus performant dans ma manière d'écrire un bouquin va de pair avec la densité d'informations. Je ne saurais pas retenir un truc précisément. Il y a vraiment cette idée que on a des informations sur tout. Moi, j'ai récupéré pour ma partie sur la préparation mentale des informations dans tous les secteurs, dans les verbatim des directeurs sportifs autant que des joueurs, des préparateurs mentaux autant que des préparateurs physiques. C'était absolument un puissant fond d'informations et j'espère que les lecteurs, les lectrices pourront mesurer un peu ce travail de titan qu'on a accompli et qu'on a accompli en mettant en place des méthodologies révolutionnaires comme par exemple faire un plan. Christophe, à ton tour. Moi, c'est simplement les bons moments partagés avec vous et le fait de me dire que, mine de rien, 4 bouquins d'un peu plus de 500 pages, ça fait 2000 pages qu'on a fait ensemble en 5 ans et que c'est une production très honnête et on va voir si on repart pour un 5e, mais je suis assez content de ce qu'on a pu faire pendant ces 5 années. Je sais pas si on a apporté des choses à l'analyse footballistique, à la littérature footballistique, mais en tout cas, je suis assez fier du boulot qu'on a fait ensemble et c'est toujours sympa sur le plan. Alors évidemment, je parle pas du contenu, je parle un peu de nous, mais sur le plan professionnel, quand t'es toujours dans le quotidien, de livrer des articles, des choses qui ont finalement une durée de vie assez courte, ça paraît dans le journal et puis ou alors sur le web, c'est lu, mais globalement quelques jours après, voire quelques semaines après, c'est quand même assez oublié. On est sur un flow un peu ininterrompu. De voir encore aujourd'hui des gens acheter Comment regarder un match de foot, notamment, c'est clair que ça fait plaisir. Et donc j'espère que ce bouquin qui pour moi est important dans ce qu'il dit, je trouve vraiment qu'on a fait un boulot assez intéressant et qui n'existait pas en tant que tel aujourd'hui, je pense même en langue anglaise. Eh bien, je suis fier d'avoir pu faire ça. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, aucun complexe sur le rendu par rapport à l'idée de départ qu'on avait. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup, parce que la plupart des choses que je fais, tu sais ça tout aussi bien que moi pour bosser dans le foot, entre les idées de départ et
et les interlocuteurs que tu arrives à avoir et le rendu, généralement, il y a un peu le côté pis-aller, quoi. Tu fais un petit peu au mieux ou alors tu te bagarres pendant un moment. Et là, honnêtement, je suis presque agréablement surpris des interlocuteurs qu'on a réussi à avoir et de la profondeur qu'on a réussi à amener au sujet qui partait au départ un peu d'un brainstorming nocturne en se demandant ce qu'on allait faire. Ouais, et bah d'ailleurs c'est moi aussi ce que je retiens, cette belle aventure humaine à nouveau, même à distance. Voilà, c'était un nouveau beau projet collectif. Moi aussi je suis fier de ce qu'on a produit tous les 4. Voilà, c'était le moment un petit peu auto-congratulation. Je sais pas si ça se dit, si ça se dit Oui, en je français, pense, bah, ouais. c'est pas grave. Merci en tout cas messieurs pour ce moment passé ensemble. On avait encore beaucoup de choses à dire apparemment sur la thématique, en plus des 528 pages du bouquin, ça ne nous a pas suffi. On espère, vous aussi, chers auditeurs, que ça vous a donné envie d'aller plus loin et donc de lire Comment gagner un match de foot. Parce qu'il y a beaucoup de choses, encore plus que ce qu'on a pu aborder ensemble dans cette heure 40 environ de podcast. On rappelle les infos pratiques, 17,90€, 528 pages, disponibles dans toutes les bonnes librairies et dans les distributeurs en ligne aussi. Le format classique de Vue du Banc revient dans quelques jours avec le retour des Coupes d'Europe, avec le retour de Florent aussi évidemment. En attendant, pour du foot servi en profondeur, c'est direction Coparena. Merci de votre écoute et à très vite. Ciao. 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 Cordialement.